Donc on commence avec les 5 minutes réglementaires. Donc il y aura 2 parties cet après-midi. D'abord le nouvel installé, mais installé aussi un peu consommé. Et puis ensuite la fin de l'installation, enfin la fin de l'exercice professionnel. Pour la première partie, il y a 3 exposés que vous voyez inscrits. Alors il y a la place du docteur junior, qui est un nom donné au stage d'interne, qui était peu utilisé en privé, qui l'était plus en anesthésie réa dans des gros services, et qui maintenant l'est officiellement pour toutes les spécialités. Et ça peut être une opportunité très intéressante en libéral, tout d'abord pour les internes de connaître le monde libéral et de le démystifier, puisque la formation en CHU fait terminer les études d'interne et d'assistant dans des grands fantasmes sur l'exercice privé, et on trouve que c'est dommage. Ensuite, il y a donc la première partie par le professeur Henri Marais de Tours. Ensuite, Bertrand de Rochambeau nous parlera du contrat d'exercice, qui est un problème majeur pour nous, souvent évoqué, qui est un problème toujours pas pour nous solutionné, et il nous en reparlera, puisque aujourd'hui on est encore beaucoup dans des contrats qu'on nous impose, alors que dans le mot contrat, normalement il y a négociation, il y a discussion, et que souvent on nous les impose. Il faut voir quels sont les moyens qu'on a pour discuter, se positionner, pour avoir des contrats qui soient à peu près dignes dans ce monde de regroupement de cliniques et de financiarisation des établissements. Et puis la dernière partie sera la prévoyance et la complémentaire retraite, qui sont des éléments à côté de la CARM qui sont très importants, puisque là aussi, quand on est salarié, on n'a aucune idée de ce fonctionnement, et il faut avoir des notions assez précises pour ne pas s'engager ou se faire attraper par n'importe qui dans ces contrats. Et c'est donc le docteur Chinchol qui nous en parlera. Donc voilà, on va commencer par la première partie sur les docteurs juniors. Oui, je voulais juste rappeler, donc c'est la session du syndicat. Et c'est un peu symbolique d'avoir pris 2 demi-après-midi, un sur le nouvel installé et l'autre sur la fin de carrière. Et le syndicat, il est du début, pendant et puis à la fin. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous parler un petit peu du docteur junior, qui est on va dire un nouveau statut un peu quand même quelque part de nos étudiants en médecine, puisqu'on est vraiment à cheval entre l'étudiant et le début des professionnels de santé en titre. En témoigne le choix finalement qui a été fait pour ce statut de docteur d'une part et de junior d'autre part. Donc volontairement, j'ai mis dans mon titre la définition que l'on s'accorde pour cette phase de consolidation, qui est donc la 3e phase de l'internat pour nos étudiants en médecine, donc du 3e cycle, avec l'autonomie supervisée qui en est la grande caractéristique. Alors, la thématique que l'on m'a demandé aujourd'hui, c'est de l'adapter au cabinet libéral. Alors, évidemment, moi je suis hospitalier, donc forcément c'est quelque chose auquel on n'a pas d'habitude, pour un certain nombre de raisons que je vais vous exposer. Ceci étant, j'ai la particularité aussi d'être coordonnateur donc, des internes de gynéco-obstétrique et de gynéco-médical pour ma région. J'ai fait ce travail avec Enora Rossi, qui est interne, docteur junior en gynéco-médical. Donc juste pour vous rappeler, c'est très synthétique, mais c'est pas là aujourd'hui la thématique. Donc les 3 différentes phases de l'internat ou du 3e cycle. La première phase qui dure 1 an, phase socle. La 2e phase d'approfondissement qui est 2 ans pour les gynéco-médicales et de 3 ans pour les gynéco-obstétriciens. Et la phase 3 qui est dite de consolidation, qui est celle qui nous concerne. Ce sont eux les docteurs juniors ou elles les docteurs juniors, qui va durer 1 an pour les gynéco-médicaux et qui va durer 2 ans pour les gynéco-obstétriciens, avec donc un cursus global qui est de 4 ans pour les gynéco-médicaux et de 6 ans donc pour les gynéco-obstétriciens. À partir du moment où l'on aura validé le DES, on est entre guillemets opérationnel pour un post-internat, mais aussi, et on verra que
ça va changer un tout petit peu nos habitudes. Le DES étant qualifiant, on peut être praticien hospitalier à la sortie du docteur junior. C'est-à-dire que le lendemain, on termine, mettons, le 31 octobre, le 2 novembre, on peut être praticien hospitalier de gynéco-médical dans un service hospitalier ou être affecté dans un cabinet libéral ou dans une clinique en fonction du choix que l'on aura fait. Donc ça a démarré il y a très peu de temps, puisque vous savez que l'arrêté date de 2020 et qu'il a été mis en place donc pour la première année des docteurs juniors de gynéco-médical. On a commencé par les DES en 4 ans, et donc de fait, ça a démarré le 1er novembre 2020 pour les gynéco-médicales et ça a démarré le 1er novembre 2021 pour les gynéco-obstétriciens. Alors avant de le mettre directement dans son cabinet, je vous ai rappelé sur quelques diapositives les circonstances dans lesquelles vont arriver cet étudiant ou ce jeune médecin qui donc a terminé sa phase socle et sa phase d'approfondissement. Il faut qu'il l'ait validé sur le plan théorique et sur le plan des stages, bien évidemment. Il faut qu'il ait sa thèse de médecine. Et c'est ça qui fait qu'il est docteur junior. C'est-à-dire qu'il aura effectué sa thèse de médecine, donc en fin de 3e année ou en fin de 5e année, en fonction de gynéco-médical ou gynéco-obstétricien. Il aura donc soutenu sa thèse et il sera docteur en médecine. Mais il n'aura pas validé son DES, qui est donc en 4 ans ou en 6 ans. Et donc, il sera toujours junior, entre guillemets, parce qu'il reste, entre guillemets, un étudiant avec une carte d'étudiant. Donc, il a paradoxalement un numéro à l'ordre et paradoxalement encore une carte d'étudiant. Donc il est nommé docteur junior et il reste sous la dépendance du CHU d'origine. C'est-à-dire que s'il est à Tours, il reste employé et nommé par la directrice du centre hospitalier de rattachement. Donc ça c'est important parce que le docteur junior va être payé, entre guillemets, va être le fonctionnaire du CHU qui l'emploie. Ça ne veut pas dire qu'il sera forcément en CHU en stage, mais ça veut dire que la responsabilité et juridique et financière dépend du CHU. Obligation faite pour lui, donc on l'a dit, de souscrire un numéro sur une liste spécifique à l'ordre. Faut entre guillemets penser à le rappeler si vous avez des docteurs juniors dans vos services qui doivent s'inscrire à l'ordre dans les 3 mois qui ont suivi leur nomination, ce qui veut dire une fois qu'ils ont la phase de docteur junior durant 1 ou 2 ans, assez rapidement, une fois qu'ils sont dans le stage, c'est bien qu'ils aillent s'inscrire à l'ordre. Donc le maître mot, vous l'avez compris, c'est autonomie supervisée. Donc c'est quelque chose qui reste entre guillemets un peu à définir. Alors on l'a mis en place, ça fait déjà maintenant donc 1 an et demi presque que l'on a démarré pour les gynéco-médicales et ça fait seulement 6 mois pour les gynéco-obstétriciens, donc on n'a pas beaucoup encore de recul pour la gynécologie obstétrique. L'idée est qu'ils aient acquis les connaissances, à peu de choses près, en général ils les ont quand même à ce niveau de l'internat. Il reste les compétences et la mise en autonomie de ces compétences. Donc il faut qu'ils soient autonomes pour certaines choses. Cette autonomie étant progressive, ça veut dire qu'en début du stage, ils vont devoir avoir un encadrement un peu plus resserré et qu'en fin de stage, ils peuvent avoir un encadrement un peu plus lâche. Mais en même temps, il faut que ça reste supervisé puisqu'il est censé pouvoir réaliser des actes sous la forme d'une délégation. Donc c'est ça qui est important, du chef de service ou du maître de stage s'il est en libéral. Ce qui veut dire une certaine disponibilité des seniors, entre guillemets, qui vont superviser son activité. Mais il est censé pouvoir réaliser des actes et des consultations, évidemment, en autonomie complète, c'est-à-dire tout seul avec le patient, ou la patiente, en l'occurrence plutôt souvent pour nous. Donc il reste, néanmoins, vous l'avez vu ici, sous le couvert juridique de son établissement, ce qui veut dire du CHU d'origine. Donc ça c'est important. Bon, tous les étudiants ont leur assurance personnelle et professionnelle, mais ils sont principalement couverts par le CHU. Donc ça c'est un élément important qui facilite, on va dire, le fait qu'on puisse laisser faire des choses à l'étudiant, parce qu'on va engager, entre guillemets, évidemment toujours un peu la responsabilité, chacun s'engage. À ceci près que pour l'instant, il n'y a pas encore eu beaucoup de conflits. On n'a pas eu encore énormément de situations difficiles, de patientes qui aient porté plainte éventuellement, et on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer
sur le plan juridique, qui va être vraiment responsable s'il y a une plainte déposée par une patiente envers un docteur junior. Est-ce que, entre guillemets, le senior qui l'encadre, le maître de stage, va être impliqué ou pas? Est-ce que le CHU, qui du coup est son garant juridique, va être mis en place? Et qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc on en a discuté avec l'ordre. On a personnellement interpellé notre conseil de l'ordre et c'est pas encore très clair et on attend un peu, entre guillemets, les jurisprudences parce qu'on ne sait pas encore forcément exactement ce qui va se passer. Même si théoriquement les choses sont organisées et ça devrait être comme un interne dans un CHU qui est sous couvert de son chef de service et sous couvert de l'hôpital auquel il exerce. À l'inverse, il y a un certain nombre d'obligations qui sont nécessaires aussi pour l'étudiant et pour le maître de stage qui va, entre guillemets, l'encadrer. Donc, il est nécessaire, évidemment, d'avoir un entretien préalable pour fixer l'objectif de ce semestre et éventuellement des différentes parties du semestre, puisqu'on a vu que l'autonomie allait pouvoir s'acquérir progressivement et être modifiée au fur et à mesure du semestre que l'interne va passer. Il faut que, entre guillemets, le coordonnateur soit informé de ce qui va se passer. Donc, ça nécessite effectivement un espèce de contrat de cette phase de consolidation avec le maître de stage où on doit élaborer, on va dire, un petit objectif du stage que le coordonnateur, entre guillemets, valide. Il faut que donc cet étudiant soit mis en situation, et ça c'est très important, il va devoir faire des actes et des consultations. Il faut qu'il ait toujours un recours possible, ce qui veut dire qu'il faut être joignable à tout moment. Donc on verra un peu comment ça peut s'organiser. Ça peut être très important si on est dans des situations de garde. On verra que les internes peuvent faire des gardes. En termes de consultation, ça peut être juste joignable au téléphone pour un avis. Ça peut être joignable en fin de journée pour régler des problèmes de dossier. Il doit aussi rendre compte au fur et à mesure. Donc il doit y avoir un ou plusieurs entretiens, on dit en général à peu près tous les 2 mois, avec le maître de stage pour justement éventuellement faire évoluer ce contrat de formation au fur et à mesure du semestre. Donc le senior, de son point de vue, lui, va donc fixer les actes au démarrage que l'interne est capable de réaliser, donc avec ce contrat de formation qui va être réalisé. En général, on va voir tout à l'heure que ces stages nécessitent un agrément et que le coordonnateur, pour donner son agrément, en général, connaît les maîtres de stage et a validé à l'avance ce qui va se passer. Donc ce senior doit être disponible, accompagner et encadrer le junior de manière claire, organiser un petit peu les mises au point sur les dossiers et la restitution, on va dire, des activités. Faire donc ce bilan d'étape au bout de 2 mois pour éventuellement modifier un peu l'encadrement et les différentes réalisations. Si une compétence est acquise, il va pouvoir la réaliser en autonomie. Donc, par exemple, dans un cabinet d'échographie, on peut dire que pour les 2 premiers mois, l'interne va assister aux échographies, faire les échos avec le senior présent, et puis la deuxième partie, le senior ne sera plus présent, et où le senior ne viendra qu'à la fin pour valider et vérifier que tout a été bien vu, etc., au fur et à mesure de ce qui va pouvoir se passer, de manière à ce qu'à la fin du semestre, éventuellement, l'étudiant ait pu être en autonomie complète et réaliser les échos du début jusqu'à la fin. Alors ça nécessite bien évidemment que les patients soient informés du statut, entre guillemets, de cet étudiant et de son encadrement qui est là pour rassurer effectivement les patientes. Alors, ce système d'agrément est important dans toutes les universités, dans toutes les facultés de médecine, tous les stages sont agréés et agréés pour les différentes phases. On a des agréments en phase socle, des agréments en phase de consolidation et des agréments en phase d'approfondissement en fonction des différents internes. Et donc, on obtient l'agrément en le demandant, et en étant validé par le coordonnateur qui doit se déplacer dans le stage pour valider le fait que effectivement le service ou le cabinet est agréé. Et donc, ça nécessite, pour obtenir cet agrément, d'avoir fait un petit dossier pédagogique de manière à montrer qu'on va pouvoir effectivement
accueillir et 2, former et valider cet interne qui va venir pendant une durée de 6 mois ou quelquefois, si ce sont des stages partagés, éventuellement 3 mois ou en alternance en fonction de ce qui va se passer. Il y a une limite qui a été donnée volontairement pour ne pas cumuler qu'il y ait des services qui cumulent tous les docteurs juniors, d'accueillir 1 ou 2, en fonction de la taille du service et de la taille du cabinet, 1 ou 2 docteurs juniors et pas plus. Donc l'idée est pour les services hospitaliers du CHU de ne pas regrouper évidemment tous les docteurs juniors. Et l'idée aussi, c'est de ne pas forcément avoir tout le temps quelqu'un à encadrer. Ce n'est pas toujours évident en libéral probablement de le faire. Et donc un étudiant pour un cabinet de plusieurs praticiens peut être éventuellement quelque chose d'intéressant. L'idée n'est pas forcément d'avoir plusieurs étudiants. Ça peut être quelquefois un peu compliqué à gérer, notamment en libéral. Donc un agrément spécifique pour cette phase de consolidation est important. Dernière diapositive générale avant de rentrer un tout petit peu sur la toute petite pratique que l'on peut avoir. Donc cette phase de docteur junior, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va donner lieu à la validation du DES et donc à un DES qui est validant pour la spécialité, gynécomède ou gynéco-obstétrique. Et donc de fait, l'étudiant qui termine va pouvoir exercer directement et une année de docteur junior compte pour une année de post-internat, entre guillemets, afin d'obtenir éventuellement un secteur 2 ensuite derrière. Donc même les docteurs juniors de gynéco-obstétrique, ça ne compte que pour 1 an. Ils font 2 ans de docteur junior, mais ça comptera pour 1 an. Donc ils auront 1 an d'assistanat à faire, ou 1 an de chef de clinique, ou 1 an d'assistant spécialiste à faire derrière s'ils veulent obtenir leur secteur 2. Le financement, comme je vous l'ai dit, est donné par donc le CHU, entre guillemets, qui touche les indemnités pour pouvoir payer les internes et qui en assure la formation. Si l'interne fait des gardes, il a le droit de faire des gardes, d'être en libéral, de faire des gardes en libéral si ça a été organisé comme ça, ou dans le service hospitalier correspondant à la ville où il est, s'il veut continuer de prendre des gardes parce que quelquefois c'est lucratif et donc ça participe au salaire des internes et donc un semestre sans garde parfois est difficile à gérer, surtout quand on a l'habitude de les avoir. 5 ou 6 gardes par mois, ça peut quand même augmenter de manière importante le salaire de nos internes, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les mêmes droits, ça veut dire que le lendemain de la garde, il récupère et que donc il ne peut pas travailler, qu'il soit en libéral ou qu'il soit hospitalier. Donc pas de temps de travail additionnel en plus. Et puis, donc, ces internes ont les mêmes règles que les autres internes et qu'ils soient en libéral ne les privent pas des journées de formation qu'ils ont nécessaires. Donc, ils sont censés travailler 8 demi-journées par semaine. Et donc, ils ont 2 demi-journées de formation au sein de n'importe quel stage. Alors qu'ils peuvent regrouper, ils peuvent dire, je fais une semaine un DU et donc ça me compte 10 demi-journées et ça me fait autant de demi-journées gagnées, entre guillemets. Et donc, du coup, ça lui permet de travailler éventuellement des semaines entières. Ou bien il préfère et il prend 2 demi-journées par semaine. Et ça, c'est un arrangement à avoir après avec les maîtres de stage où qu'ils soient. Alors, j'ai pris l'exemple donc de notre première interne de gynéco-médical qui est donc docteur junior dans un cabinet de gynéco-médical à Orléans. Donc, cabinet qui existe depuis longtemps. C'est un stage que l'on a mis en place dès que l'on a eu des docteurs juniors de gynéco-médical en région centre. Donc, ça fait plusieurs années qu'il est mis en place. Il avait l'habitude d'avoir jusqu'à présent des internes, mais un peu plus jeunes. Des internes plutôt de niveau, on va dire, phase d'approfondissement. Il n'avait jamais eu de docteur junior et donc on a mis en place ce docteur junior qui a démarré. Donc on est vraiment au tout début de ce que l'on peut avoir comme retour. Donc je vous ai mis ici un petit peu comment ça va se passer, comment les choses ont été organisées. Donc il s'agit d'un cabinet qui a 4 tuteurs. Donc c'était assez simple parce que du coup, chaque tuteur prendra donc le docteur junior une fois par semaine, un jour par semaine, donc dans chaque cabinet, ce qui fait les 8 demi-journées, la dernière demi-journée étant en formation. Donc ça tombait pas mal, la répartition se faisait relativement bien. La durée du travail est adaptée en fonction de ce que peut faire et ce que doit faire un interne, qui est
assez contingenté. Hein. Avec les gardes, on est à 48 heures. Hein, donc, s'il fait des gardes, ça compte. Hein. Donc, une garde, c'est 12 heures en règle générale, même quelquefois un petit peu plus. Et donc, de fait, ça prend du temps. Et donc, on est à peu près sur un taux de travail horaire aux alentours de 8 heures par jour qui peut être variable en fonction du fonctionnement du cabinet. Donc, il nous a dit que ça pouvait être 8 heures, 16 heures un certain jour et au contraire 9 heures ou 10 heures, 18 heures un autre jour parce qu'en fonction des consultations et de la répartition, on peut être amené à faire différemment. Donc, voilà ce qui a été décidé. À noter que cet interne était déjà passé, et ça c'est un fait quand même marquant, avait déjà fait un stage dans le cabinet libéral. Donc, il la connaissait déjà et donc elle est pas déjà autonome, mais enfin, elle a déjà fait un stage et donc, quand elle était jeune, c'est une interne qui a fait un droit au remords de gynéco-obstétrique vers la gynéco-médicale et donc, pour valider le fait, pour être sûr qu'elle ait vraiment envie de changer, de faire son droit au remords, on lui avait fait faire en 3e semestre, un semestre dans le cabinet pour être sûr que c'était bien ça qui lui plaisait. Donc ça l'a confirmé, mais du coup elle a déjà une certaine autonomie, ce qui explique aussi qu'ils vont la mettre très rapidement en autonomie au sein de ce cabinet, hein, où tous la connaissent et donc tous lui ont confié dès le démarrage, hein, donc dès la première semaine, des journées de consultation en autonomie, ce qui veut dire qu'elle est dans le cabinet toute seule avec les patientes, le médecin n'étant pas dans le cabinet ou le médecin étant dans une autre pièce et faisant autre chose que de la consultation. Donc, je leur ai demandé est-ce qu'ils avaient réduit ou pas le nombre de patientes, donc à peu près 20 patientes par jour, ce qui n'est pas monstrueux, mais ce qui n'est pas non plus rien. Hein. 20 patientes par jour, ça fait 10 et 10 hein, par demi-journée, donc c'est déjà une bonne activité pour quelqu'un qui n'est pas hyper rodé, on va dire. Un des cabinets a 2 box de consultation et ils vont dédoubler les consultations, c'est-à-dire que ça permettra peut-être de faire un peu plus de consultations du fait qu'il y ait un docteur junior dans un box avec des patientes et le maître de stage dans un autre box qui consulte aussi en même temps, se partageant éventuellement l'appareil d'échographie. L'échographie est un élément important avec l'autonomie en échographie. Alors cette interne a son DU d'échographie et donc elle est capable de faire des échographies avec un diplôme qui a été validé et donc de fait elle va pouvoir prendre des consultations d'échographie et réaliser des échographies si nécessaire. Après ça c'est aussi pareil, hein, c'est quelque chose qu'il va falloir adapter. Toutes les internes n'auront pas forcément un DU d'échographie même si c'est extrêmement fréquent, hein. La plupart de nos internes on les encourage en tout cas à avoir un DU d'échographie. Donc en ce qui concerne l'encadrement, donc les choses ont été bien calées par les différents maîtres de stage avec un contrôle le matin des dossiers de la journée pour débriefer entre guillemets avec les patientes si l'interne ne les connaît pas déjà. Un point à midi sur les dossiers du matin et un point le soir. Donc, point qui peut être extrêmement rapide si tout va bien. Hein, c'est juste, tu as vu Madame Intel, un renouvellement de contraception, c'est simple, tu lui as renouvelé, il n'y a pas de souci, un contrôle de frottis, etc. Un traitement de ménopause à mettre en place. S'il n'y a pas de difficulté, ça va très vite et c'est validé. S'il y a un peu plus de complexité, ça nécessite une prise en charge du dossier un petit peu plus importante. Donc on a dit le stage aura son contrôle à 2 mois, c'est prévu, on l'a prévu avec les tuteurs. Ça se passe bien parce que effectivement, comme c'est 4 demi-journées 4 journées de toute façon organisées, il y aura une journée prévue pour sa formation, ce qui est bien parce que elle n'a pas validé son DES, elle a passé sa thèse, mais il faut qu'elle fasse un travail quand même pour valider son DES avec une publication, et donc il faut qu'elle ait le temps, entre guillemets, de se former à autre chose, de faire des DU si elle continue de faire des DU, etc. Et donc avoir accès à sa formation. La formation, et je pense que vous en reparlerez, c'est un des intérêts aussi, je pense, d'être plongé en libéral, c'est de découvrir tous les intérêts du libéral hein, et de tout ce qui fonctionne avec. Donc c'est d'apprendre aussi, elle m'a bien précisé, la partie comptable, la facturation, le côté administratif avec la prise des rendez-vous, la gestion d'un logiciel particulier au cabinet ou aux différents cabinets si ce n'est pas toujours les mêmes, la gestion des stocks hein, pour le matériel à usage unique, pour le matériel d'examen ou de la stérilisation si c'est nécessaire. Donc qu'elle apprenne en même temps son métier, entre guillemets, de gestion d'un cabinet pour une gynécomède.
La formation aussi en ce qui concerne la création du réseau, hein, donc c'est quelque chose qui est important, de manière à ce que si effectivement ce docteur junior est amené à s'installer derrière en gynéco-médical, voire à participer à l'activité du cabinet parce qu'elle restera dans le cabinet, c'est un des intérêts majeurs de mettre ces étudiantes dans des stages de libéral, c'est aussi d'assurer la relève derrière, de créer son réseau et de trouver son réseau et déjà d'être un peu intégré avant de se lancer, entre guillemets, dans un nouveau cabinet. Et puis de trouver donc ces référents et correspondants dont on a l'habitude de faire, mais qui sont un peu plus facilités si on a déjà préparé avant de débarquer dans un nouveau cabinet. Donc, vous voyez que ce stage donc, de gynéco-médical, hein, moi j'ai pris l'exemple de la gynéco-médicale, on en a un deuxième qui est en cours, un peu différent, mais que je peux rapidement, si j'ai encore le temps, si j'ai encore une minute pour vous l'expliquer, c'est un stage d'échographie, où on a fait un stage mixte entre le centre hospitalier de Blois en gynéco-obstétrique et un cabinet libéral d'échographie en ville. Et donc, où l'interne fait la moitié du temps dans le cabinet à faire de l'échographie, ça lui permet de valider son diplôme d'échographie, hein, et l'autre partie se fait à l'hôpital au sein. Donc on peut aussi, vous voyez, envisager de nouveaux types de formations qu'on ne faisait pas tellement souvent avant. Alors ça s'est fait un peu de manière anecdotique, hein, on n'avait pas forcément anticipé ça. C'est les internes qui ont demandé, elles sont deux et du coup elles inversent. Pendant qu'une est au cabinet, l'autre est à l'hôpital et vice-versa. Donc on a trouvé cette solution pour laquelle le CHU a finalement été d'accord. Et donc ça peut aussi être une bonne solution de découvrir et de faire découvrir à plus d'internes. Alors là, pour l'instant, moi je n'ai pas d'expérience de gynéco-obstétrique en libéral. On n'en a pas le besoin, entre guillemets, en termes de quantité de stages. Donc on n'a pas de stage à la clinique. Et la clinique, c'est encore une fois quelque chose d'un petit peu différent, hein. On a un stage qui n'est pas hospitalier, un seul stage dans la région, qui est dans une clinique de chirurgie où l'interne fait de la chirurgie, mais il n'est pas il est dans la clinique et il fait de la chirurgie. Il n'est pas dans un cabinet libéral avec un chirurgien libéral où il assiste aux consultations avec le chirurgien libéral. Il est là pour faire du bloc et pour gérer, entre guillemets, la chirurgie. Donc c'est un petit peu différent. Pour l'instant, je n'ai pas cette expérience. Peut-être que certains d'entre vous l'ont en gynéco-obstétrique dans des cabinets entre guillemets libéraux où les internes font un peu les deux. Donc moi, je serais intéressé. J'ai mis en conclusion ce qu'on a discuté avec notre équipe donc, de formateurs, où ils nous disent que finalement, ils ne sont pas forcément certains que cette période de docteur junior soit forcément la meilleure. En disant, ben là, elle est quasiment déjà autonome parce qu'elle a déjà fait un stage. Et donc, si c'est un deuxième stage, bon, on va la mettre en autonomie, mais finalement, elle ne va pas apprendre énormément de choses en plus. L'important, c'est de faire un stage en gynécologie libérale au cours de son cursus. Pas trop au début parce qu'il faut découvrir la gynéco-obstétrique avant. Mais peut-être pas trop non plus à la fin, parce que si elles sont déjà finalement très autonomes, bon, c'est un petit peu comme un remplacement, et donc les choses sont pas forcément si importantes que ça. Donc il se posait la question de savoir si c'était bien le moment, docteur junior, pour faire ça, ou s'il fallait pas mieux que ce soit en phase d'approfondissement. C'est pour ça que je vous ai mis ça dans la diapo de conclusion. Le stage est extrêmement important en libéral, mais la question est que docteur junior c'est mieux ou pas docteur junior c'est mieux. Donc il ne faut pas non plus s'en servir entre guillemets, pour compenser le désert médical et se dire, bah, du coup, voilà, on va avoir de la main-d'œuvre à bas prix. Hein, c'est le CHU qui va payer finalement le fait de remplacer les gynécos médicaux. Donc, bon, certes, ce sera sûrement intéressant hein, pour le nombre de patients de vue, etc. Pourquoi pas, ça met les gens, donc ça participe très bien. Il ne faut pas que ce soit non plus l'objectif, on va dire, unique. Donc voilà, on se demandait si vraiment le statut de docteur junior était indispensable. Par contre, si l'on ne l'a pas fait en phase d'approfondissement, là oui, c'est intéressant de le faire en phase de docteur junior. Ça très clairement, l'objectif est au cours de sa formation d'avoir accès à ce stage en libéral. Pour notre discipline qui est la gynéco-médicale, je pense que c'est extrêmement important. Peut-être pour la gynéco-obstétrique aussi, hein, on va peut-être évoluer. Le fait est, c'est que pour l'instant,
entre guillemets, déjà les centres hospitaliers autour des CHU se plaignent de ne pas avoir assez d'internes. Donc avant qu'on ait besoin d'en mettre en libéral, bon, je ne sais pas si c'est... Ceci étant, un certain nombre de disciplines l'ont fait. Mais encore une fois, en chirurgie, beaucoup sont orientés sur le côté chirurgical pur et pas tellement sur le côté consultation. Voilà ce que je pouvais vous exposer, vous donner comme... alors on a encore... Pour l'instant, pas beaucoup d'expérience, puisqu'on est au tout début de ces docteurs juniors, finalement. Donc, moi, je serais assez content, si certains d'entre vous en ont ou en ont eu dans leur cabinet, de partager avec moi cette expérience. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Didier Leget, qui est un urologue, mais chez les gynécos, mais spécialiste. Les urologues ont effectivement beaucoup d'avance, souvent sur nous, en termes de chirurgie. Assurance et beaucoup de domaines. Voilà, Didier. Alors d'abord, vous avez beaucoup de chance d'avoir un coordinateur qui soit aussi ouvert, parce que les problèmes de... Alors donc, moi, je suis vice-président de l'ordre de mon département depuis 20 ans. Je suis président du syndicat des urologues, je suis OCA de l'AFU, et je touche aussi à l'assurance. Et donc, je vais compléter votre propos, et d'abord vous remercier, parce que les coordinateurs d'un certain nombre de spécialités en France ne sont pas aussi ouverts que vous. Et la première des choses, quand on va voir un docteur junior, c'est d'arriver à convaincre le coordinateur d'accepter qu'il vous donne, qu'il vous participe à ça. La première réflexion que je ferais, c'est que moi, je me suis beaucoup battu contre la réforme du docteur junior parce que c'est un peu un docteur Canada Dry. Moi, je suis vice-président de l'ordre, on les inscrit à l'ordre, mais en fait, et c'est important pour les jeunes, ils n'ont aucune autonomie dans la prescription. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui confondent, puisqu'ils disent « je suis docteur en médecine, donc je peux prescrire, j'ai ma licence de remplacement, donc je peux ». Rien du tout. Le docteur junior, que ce soit à l'hôpital, où il est sous votre couverture, en ville, il sera entièrement sur la responsabilité de l'accueillant. Et donc, le docteur junior n'a docteur que le titre, il n'a pas la responsabilité de tout ce qui va derrière. Il ne peut pas être autonome du tout. Ça, c'était la première remarque. Et donc, ne pas oublier que les docteurs juniors s'inscrivent à l'ordre, mais qui ne prennent pas la grosse tête, parce qu'ils n'ont malheureusement pas encore le droit d'être complètement docteur en médecine et d'exercer. Ne pas oublier, lorsqu'ils remplacent au sein de leurs équipes, de faire un contrat de remplacement. On a des docteurs juniors qui disent aux collègues « va-t'en 3 jours, je te remplace, j'ai ma licence, pas de souci ». Je vous rappelle qu'un médecin qui remplace sans que l'ordre soit informé est en exercice illégal de la médecine, il peut être condamné. Et s'il y a une procédure pénale, civile ou autre derrière, il ne sera pas couvert par la RCP, ni du titulaire, ni de l'autre. On va parler de la RCP après. Pour le secteur 2, malheureusement, ce que vous avez dit est faux. On a beaucoup discuté avec Fatome. On est en très grand conflit avec la Caisse nationale d'assurance maladie. On espère, avec les négociations conventionnelles qui vont commencer avec le bloc, il y a ici Bertrand de Rochambeau qui nous dira peut-être un mot, on espère pouvoir obtenir la reconnaissance d'un an comme étant possible équivalent assistant. Aujourd'hui, c'est non. Les caisses primaires d'assurance maladie disent non et la Caisse nationale dit non. Donc on attend... Non, mais c'est peut-être vrai, mais pour le moment, on a un problème dans le texte. On attend, c'est que dans le texte aujourd'hui, si vous faites 1 an docteur junior et 1 an d'assistant, ou 1 an de chef de clinique derrière, toutes les caisses primaires, Bertrand, je te donnerai les dossiers, ont refusé le titre de secteur 2. Toutes. Et j'ai même des jeunes qui ont fait 1 an assistant, 1 an de chef de clinique, ça a été refusé. 1 an de chef de clinique, 1 an d'assistant, refus du secteur 2. Donc on espère avoir, même si la position de Fatome a l'air de s'être adoucie, et qu'on nous a fait des promesses pour la convention, tant que ce ne sera pas écrit dans la convention noir sur blanc, il faut dire à nos jeunes de faire attention. Il faut espérer que tout le monde aura votre bienveillance et qu'on continue pour l'instant à essayer que nos jeunes soient assistants et chefs de clinique, sinon ils risquent de ne pas être en secteur 2. Ça c'est très important, je suis désolé de vous interrompre, mais parce qu'on commence à voir, nous, dans nos services, des assistants qui nous disent « je reste qu'1 an ». Et ils ne peuvent pas. Pour l'instant, c'est non. Donc il faut qu'on leur dise « attention, parce que si ça se trouve, ça ne marchera pas ». Alors s'ils sont assistants chez vous, assistants dans un autre service, c'est possible. Mais oui. Assistant 1 an de chef, c'est non. Les caisses refusent. Donc on est en grande difficulté. Et puis je m'installe, ou assistant et je m'en vais. Et alors, du coup, j'ai mon secteur 2, quoi. On verra ce que Bertrand négociera avec Fatome, et pour l'instant, c'est non. Dans les textes écrits, il n'y a pas d'avenant conventionnel qui le précise, même s'il y a une volonté de le faire, et on espère bien, sinon il y aura une très grande difficulté pour l'installation en libéral. À 23 € la consultation ou 25, c'est très difficile de gérer un cabinet médical. Deuxièmement, vous avez parlé de la responsabilité, dont pour l'instant, grâce au terrain de stage des internes de médecine générale, on a une vision jurisprudentielle sur ce qui s'y passe. Aujourd'hui, un gynéco qui recevrait un interne en stage, enfin en consolidation, un docteur junior, il est responsable de ce que fait le docteur junior, même si son employeur c'est le CHU. Et dans le contrat qui est signé entre le CHU et le terrain de stage, on précise que le responsable c'est lui.
D'où l'importance d'informer sa RCP qu'on reçoit un jeune en stage. Mais comme le statut de l'interne de docteur junior ne lui permet pas l'autonomie, il est censé tout le temps, toute la journée, de pouvoir faire référence, comme vous l'avez très bien dit. Et beaucoup de collègues les disent il est autonome. Non, ils ne sont pas autonomes. Et on a aujourd'hui un certain nombre de jeunes médecins généralistes en stage qui ont fait des ordonnances toutes seules, où le collègue n'était pas sur place. C'est le titulaire qui va être poursuivi, sauf à nous, côté assureur et avocat, de démontrer que l'interne, volontairement, n'a pas informé son chef de stage. Et alors, c'est une faute délictuelle pénale. Et ce sera du pénal. Donc, il faut bien faire attention. Il faut que le terrain de stage informe sa RCP. Et il faut que le docteur junior, il informe aussi ses RCP qu'il ait une RCP autonome. Je rappellerai, y compris pour les médecins salariés hospitaliers que vous êtes, si vous avez une procédure pénale et une procédure disciplinaire, selon l'assureur de l'établissement, il y a des assureurs de l'établissement qui ne couvriront pas votre procédure pénale ni disciplinaire, en particulier lorsque vous faites ce qu'on appelle une faute détachable. Si vous rendez service dans le TGV ou ailleurs, votre employeur hospitalier dira vous n'étiez pas dans le service, j'assure pas, et vous serez tout seul. Il faut bien que nos docteurs juniors ils aient soit une assurance de groupe avec l'association des internes, mais en tout cas qu'ils aient bien une RCP autonome et que le terrain de stage informe qu'il reçoit un interne dans son service. Dernière chose, il faut être formé. Selon les ARS, je ne sais pas comment ça se passe à Toulouse, mais les ARS qui exigent que le récepteur de terrain de stage, il ait été formé comme maître de stage. Et là, il y a des collègues, en particulier parce que le syndicat MG France, qui est plutôt très agressif sur la formation, nous oblige à faire ce stage de maître de stage. Et si vous n'avez pas fait la formation de maître de stage, vous ne pourrez pas être maître de stage. Et cette formation, elle est souvent aujourd'hui, grâce aux URPS, et il y a un grand nombre d'élus URPS ici, les URPS organisent des stages en 48 heures, le jeudi, le vendredi ou le samedi, pour être maître de stage et avoir notre autorisation d'accueillir un docteur junior. Et dernière chose, on a chez nous des chirurgiens urologues qui sont en terrain en ville. Si vous avez un établissement ESPIC qui reçoit un docteur junior, alors l'établissement va payer le docteur junior et rembourser l'ARS. Si par contre c'est un cabinet de ville qui reçoit un docteur junior, alors le cabinet est indemnisé par l'ARS et c'est l'ARS qui va le payer. Et c'est très important comme notion, puisque certains collègues en chirurgie vont recevoir un docteur junior, ils vont le faire déclarer par l'établissement, puisqu'il fera essentiellement de la chirurgie, donc l'établissement va rembourser l'ARS. Par contre, si vous le prenez dans votre terrain de stage de ville, même s'il vous accompagne au bloc opératoire, ou même moi j'ai une équipe de 7 urologues où il peut être au bloc tout le temps, en le prenant par le cabinet, il est rémunéré par l'ARS directement et l'établissement n'a pas à indemniser, à prendre en charge l'ARS. Ça, c'est valable pour les assistants ou pour les chefs, mais pas, à ma connaissance, pour les internes qui dépendent des mairies et qui dépendent de... Pour les docteurs juniors, nous, on a un ESPIC à Grenoble. On a des docteurs juniors qui doivent venir. L'ARS, pour le moment, nous dit que l'établissement va rembourser l'ARS. Alors que s'ils sont en cabinet, le docteur junior en stage en cabinet, c'est l'ARS qui le paye intégralement. Nous, au CHU de Tours, les internes en l'occurrence, là, reçoivent une feuille de paye du CHU tous les mois. Alors qu'ils sont en stage en ESPIC, en établissement de santé ? Là, ils sont en stage dans un cabinet de ville. Alors, dans un cabinet de ville. Ah oui, en cabinet de ville, oui. En cabinet de ville, oui, c'est exact. C'est payé par le CHU. Mais quand ils sont en établissement de santé, bloc opératoire, tout à fait. À ce moment-là, c'est l'établissement qui rembourse l'ARS. Donc si vous avez une équipe de 6 gynéco-obstétriciens qui prend un docteur junior en cabinet de ville, c'est l'ARS qui le paye. Si l'équipe le dit, on te met à la mat en salle d'accouchement, là, c'est l'établissement qui remboursera. Il faut connaître cette notion. Et je vous remercie beaucoup. Et je suis désolé d'avoir été aussi long. Non, mais c'est très bien parce que ça complète complètement ce que moi, je ne sais pas. Donc, c'est parfais. Et on défriche un peu. Complètement. Hein. On découvre un peu au fur et à mesure. Hein. Moi, en particulier, nous, les hospitaliers, moi, j'ai jamais fait de libéral, en tout cas à l'extérieur de l'hôpital, et donc du coup, on découvre effectivement cette formation. Mais nous, on a fonctionné effectivement comme avec les médecins généralistes. C'est effectivement, les maîtres de stage ont été formés avec l'URPS, et c'est pour ça qu'on leur a donné l'agrément. Enfin, l'agrément sert à ça. La convention qu'on fait avec eux sert à valider le fait qu'ils sont maîtres de stage, qu'ils ont été formés, et qu'on a signé avec eux, faculté de médecine et le cabinet, et les différents praticiens, une convention qui permet, etc. Je pense que c'est une belle opportunité. Enfin, ça marche bien, moi, j'ai l'impression. Par rapport à l'assurance maladie, quand ce docteur junior est en cabinet, il va signer des actes où c'est le médecin responsable. Il signe ses actes. S'il fait son compte rendu d'échographie, il fait l'échographie, il signe avec son nom. Et la feuille de soin, elle va être... aussi, hein, elle est signée à son nom. Hein. Nous, en tout cas, c'est ça qui s'est passé là.
du titulaire. Oui. Voilà. Tous les certificats médicaux, et on a le même problème au CHU, il y a eu des combats, parce que j'étais président national des internes à un moment donné, on s'est battu, il y a eu des jurisprudences en disant que les certificats de décès, certificats médicaux ne peuvent pas être signés par des internes qui ne sont pas docteurs en médecine. Aujourd'hui, le docteur junior est docteur en... Il y a eu plein de procédures et de jurisprudence là-dessus, avec des pauvres internes qui ont été attaqués, mais on est bien obligé en CHU de les laisser totalement autonomes. Alors ça, c'est vrai à l'hôpital, il y a une espèce de tolérance globale, et encore quand il y a du pénal, c'est compliqué. Mais lorsque vous êtes en cabinet, on va tolérer sur les ordonnances un certain nombre de prescriptions que le docteur junior signe en présence ou par du titulaire, mais sur ces certificats de décès, de coups et blessures, de déclaration, de tout ce que vous voulez, il faut que ce soit le titulaire, c'est clair. Parce que s'il y a une procédure pénale derrière ou ailleurs, le docteur junior, il n'a pas l'autonomie sur les certificats, puisque c'est que les docteurs en médecine en plein exercice. Oui, mais dans les exemples que vous envisagiez, à un moment, j'ai vu, vous avez dit, bon, le docteur junior peut faire des consultations et le maître de stage des échographies. Ça pose un problème pour l'assurance maladie, ça, si on double... Tu as raison, l'assurance maladie, moi je siège à la commission paritaire locale, on ne peut pas avoir deux facturations, là où si c'était un seul médecin, on n'aurait qu'un seul. C'est vrai entre associés d'ailleurs. Hein. Si vous avez, comme au bloc opératoire, où parfois des collègues vont se mettre à deux chirurgiens et facturer. Il y a un certain nombre de jurisprudences, il faut faire attention aux actes que l'on fait. S'il y a un interne qui consulte et que derrière le docteur junior consulte, il fait l'acte, puis il appelle le collègue titulaire qui fait l'écho, on ne facturera pas les deux. Hein. Ce sera soit l'écho, soit là. Et si on fait deux actes à deux, non, tu as tout à fait raison, on ne peut pas faire ça. Par contre, si on a un interne, un docteur junior qui consulte et on consulte à côté, il y a bien deux consultations qui seront payées, comme aujourd'hui avec l'assistant médical dans la convention. Donc ça, c'est possible. Mais bien, c'est bien pas la dire... même personne. C'est pas la même personne. Non, c'est pas la même. Chacun va avoir une personne différente. Voilà. Bien sûr. Il y a une rémunération des maîtres de stage? Pour l'instant, en médecine générale, oui. Oui, mais pas pour l'instant, là, non. Médecine générale, oui. Bien. Ben, merci beaucoup pour cette nouvelle niche qui, on espère, se verra développer et que les assistants les demanderont, les docteurs juniors, parce qu'il reste encore à ce que le chef de service accepte. Il y a des questions dans l'assistance, pas de questions, d'éclaircissement? Donc, Bertrand Roche, une question là-bas. Non. Donc, il y aura deux actes sur la même CPS au même moment. Un par le médecin junior, un par le médecin maître de stage. Il y a une seule carte CPS du médecin maître de stage. Mais s'il consulte à côté, il va coter à la même heure, à 8 heures, il fait une consulte. Mais pas le la maître même de personne. Stage fait une Oui. écho. Il y aura deux actes oui. par deux personnes différentes sur la même CPS. Okay. Deux actes sur deux personnes différentes sur la même carte CPS. Ok. Donc Bertrand de Rochambeau, qui est président du Saint-Goff, nous parlait du contrat d'exercice. Bonjour. Donc, pour terminer sur ce sujet, je vois dans le développement de ce nouveau statut du docteur junior une excellente évolution qui permet de faire un lien, et vous l'avez bien précisé, un lien qui n'existait pas auparavant entre la médecine universitaire, hospitalière et la médecine de ville. Et donc, on ne peut que essayer de trouver les voies pour améliorer encore ce statut, mais qui, quand on a affaire à des universitaires ouverts sur cette évolution, sera, à mon avis, très productif. Et félicitations encore, puisque la région dans laquelle vous travaillez a besoin de ces initiatives. Donc là, c'est d'un autre sujet que je vais vous entretenir. C'est un sujet qu'il est important de discuter dans des congrès comme PSF où de jeunes confrères et consoeurs arrivent en sortant de l'université, parce que ça aussi, c'est des choses que l'on ne nous apprend pas à l'université
Et pourtant, ça va régir toute la vie professionnelle de ceux qui s'installeront par rapport à ceux qui resteront à l'hôpital. Et donc, c'est aujourd'hui, quand on veut exercer dans un établissement de santé privé, une nécessité de passer un contrat en personne, ce qu'on appelle intuitu personné. C'est un contrat que personnellement chacun doit passer avec l'établissement dans lequel il va travailler. Donc, ça coule de source quand on est tout seul et pas forcément quand on arrive en groupe et qu'on est un groupe qui s'installons. Et dans nos professions, en gynéco-obstétrique entre autres, pour assurer une maternité, il faut qu'il y ait des groupes de personnes. Et bien souvent, quand on sort à plusieurs dans les mêmes générations, on peut être tenté de s'installer. Et donc, tout ça obéit à des règles. Et donc, aujourd'hui, quand on s'installe, au début de notre exercice, il est conseillé de rédiger un contrat d'exercice libéral. Chaque mot est important, c'est un conseil. Mais c'est un conseil vif. En effet, si vous commencez à travailler dans un établissement sans avoir rédigé un contrat avec cet établissement, eh bien, vous allez pouvoir y travailler. Et les conditions que vous avez acceptées au fil de l'eau, en cas de difficulté, pourront vous être opposables, alors que vous aviez peut-être pensé pouvoir les négocier au fur et à mesure. Et donc, la rédaction par écrit reste quelque chose qui sera protecteur et qui va vous guider. Par ailleurs, puisqu'il est là pour ça, notre code de déontologie l'impose. Et donc, pour être conforme à nos engagements, quand on s'engage dans notre profession et qu'on devient docteur en médecine, on s'engage à respecter la déontologie. Et cette déontologie prévoit que on ait un contrat et que ce contrat doit obligatoirement être soumis au Conseil de l'Ordre pour avis. Le Conseil de l'Ordre n'a pas la capacité à changer le contrat, mais il peut nous éclairer, puisque lui a de l'expérience sur ce qui est écrit ou pas dans le contrat. Et donc, c'est un conseil qu'il est vivement conseillé de prendre. Et donc, un contrat écrit permet cette communication qui donc est obligatoire. Néanmoins, tout le monde ne le fait pas, parce que la vie est ainsi faite. Et un contrat non écrit pourra vous être opposé par la clinique sur des bases qu'un juge pourra fixer. En effet, si vous êtes en conflit avec votre établissement, il est bien possible que ça se termine devant des juges pour savoir qui a raison, qui a tort. Et là, le juge demandera le contrat, il n'y en a pas. Alors, il va réfléchir à partir de deux bases essentielles. Le premier, c'est les conseils que l'ordre donne, c'est-à-dire que le conseil a établi une sorte de contrat qu'on dira type, qui sont des principaux conseils que l'on peut donner et qui est une base de réflexion pour le juge, mais aussi le comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée, ce qu'on appelle le CLAP, qui est une structure mixte avec des représentants des médecins et des représentants des établissements privés et qui a émis un certain nombre de recommandations. Et donc ça, ce sont les deux bases de réflexion pour le juge, mais il peut aussi prendre en compte les habitudes locales, parce que les contrats à Marseille ne sont pas les mêmes qu'à Lille ou qu'à Brest, ou bien les autres contrats que l'établissement dans lequel vous avez commencé à travailler a signé avec d'autres personnes, et ça peut constituer une base de réflexion. Donc, vous voyez que là, on rentre vraiment dans un flou, et un flou, c'est comme en médecine. Quand il y a un flou, c'est qu'il peut y avoir de graves soucis. Vous connaissez cette phrase, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Eh bien, en médecine, vous le verrez, c'est toujours pareil, il faut avoir des diagnostics précis, ce qui permet de faire les choses précisément et de se parer à ce qui n'est imprévu. Donc, les grandes règles de ce contrat, elles doivent être écrites avant de commencer à travailler.
C'est la meilleure manière de se mettre à l'abri. Et donc, c'est rapidement, quand on arrive à la fin de ces études, qu'il faut imaginer, quand on a un projet d'installation, que déjà, il faut y penser. Et ce contrat sera votre loi, c'est-à-dire ce qui va vous guider pendant tout le temps où vous travaillerez dans cet établissement. Et il est donc bien compréhensible qu'avant de le signer, il faut en avoir étudié toutes les clauses. Et tout seul, quand on sort de l'université, quand on a 25 ans, 30 ans, on est très loin d'imaginer tout ce que cela suppose. Et que là, il ne faut pas hésiter, il est vivement conseillé de s'entourer de conseils. Et si le conseil du Conseil de l'Ordre peut venir éclairer, il y a aussi des tas d'avocats, des cabinets spécialisés qui sont là pour vous mettre en garde et vous aider à rédiger ou à amender un contrat qui vous serait proposé. Si ce contrat n'a pas pu être signé, quand vous avez commencé à travailler, vous avez échangé des lettres, des courriers, des mails avec la direction de l'établissement et ce sont autant d'éléments qu'il faut garder car ils peuvent vous être utiles. Le contrat engage pour quelque chose qui, la majorité du temps, en tout cas dans les générations actuelles, vous engage sur une grande partie de votre carrière, c'est-à-dire 20-30 ans. Même si on peut penser que les nouvelles générations vont peut-être avoir un autre mode d'exercice, en tout état de cause, ce n'est pas un contrat éphémère. Il est habituellement sans clause de terminaison, c'est-à-dire il est fait sur une durée jusqu'à dénonciation. Ce n'est pas limité dans le temps, mais ceci dit, pour des raisons qui peuvent être particulières, il peut se concevoir comme étant un contrat qui s'arrête à une date déterminée. Comme il s'agit d'un investissement long, il faut être clair qu'il faut éviter d'être contraignant. Ne pas être contraignant ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de règles. Et aujourd'hui, énormément d'établissements qui sont la possession de groupes financiers, proposent des contrats dans lesquels il y a très peu de contraintes. Très peu de contraintes autres que celles réglementaires, mais qui aussi laissent la part à beaucoup d'interprétations et surtout n'offrent aucune protection aux praticiens qui veulent y travailler, et ceci représente un réel danger. Il y a donc quelques clauses essentielles auxquelles il faut bien réfléchir. Le premier, c'est une clause qu'on appelait clause d'exclusivité ou qu'on appelle aujourd'hui des conditions privilégiées. Vous pouvez envisager, si vous arrivez par exemple avec tout un groupe, de travailler sur une spécialité, avoir une garantie que votre exercice ne sera pas menacé et donc vous pouvez définir parfaitement par contrat que l'arrivée dans l'établissement de confrères qui exerceraient la même chose que vous puisse ne pas se faire sans avoir votre accord, par exemple. Et ce type de clause mérite d'être envisagé dans des domaines comme les nôtres, la gynécologie obstétrique, voire la gynécologie qui est un exercice très particulier et qui aujourd'hui, du fait de notre engagement à des astreintes, à des gardes, nous oblige à ne pas travailler seul, mais à travailler à plusieurs. Il faut donc bien s'entendre avec ceux avec qui on va travailler des dizaines d'années. Et là, avoir une clause d'exclusivité permettant de protéger l'engagement que vous aurez vis-à-vis de l'établissement est intéressant. Un deuxième chose, et je l'ai déjà évoqué, c'est l'exercice en groupe. Quand on arrive tout seul, c'est rare dans nos établissements qu'on travaille effectivement tout seul, mais qu'on arrive dans un groupe déjà constitué pour le renforcer.
voire pour le faire évoluer. L'établissement ne peut pas vous imposer un contrat, enfin il peut essayer de le faire, mais vous pouvez tout à fait le refuser, qui soit identique aux autres. Si vos objectifs ne sont pas les mêmes, si eux ont signé des contrats qui ne les protègent pas et que vous souhaitez avoir une meilleure visibilité, une meilleure protection, eh bien vous pouvez tout à fait être amené à négocier des clauses plus protectrices. Et aujourd'hui, à l'époque, maintenant, les gynéco-obstétriciens, les gynécologues sont des denrées rares. Les établissements de santé en ont besoin. Aujourd'hui, il faut concevoir que vous êtes l'or de ces établissements. Sans praticiens, ils devront fermer leur activité. Et donc, vous êtes à même de négocier les conditions les plus favorables. Et ça, il faut le faire avant tout engagement, au premier contact. Et ça doit figurer, et on doit le ressentir dans votre contrat. Ce qui, quand moi je me suis installé il y a 30 ans, était inconcevable. On nous proposait des contrats type léonin où on pouvait être débarqué du jour au lendemain et où on avait peu de choses à imposer. Mais on était nombreux, on voulait travailler, on était jeunes, donc bien souvent on a signé. Aujourd'hui, vous êtes jeunes, vous êtes motivés, par contre vous êtes une denrée rare, c'est votre force. Et donc il faut profiter de ce contrat pour imposer la vision que vous aurez sur votre carrière. Et entre autres, de ne pas travailler seul et de faire en sorte que l'exercice regroupé soit compatible avec les contrats que vous allez passer avec vos confrères et vos consoeurs avec qui vous allez travailler. Ça, c'est important et qu'il n'y ait pas des clauses qui font que vos intérêts s'annulent parce que l'un n'est pas compatible avec l'autre. Donc, il faut, quand vous signez un contrat d'exercice, si vous appartenez déjà à un groupe qui travaille en ville et souhaite travailler avec l'établissement, bien articuler et être très attentif aux articulations entre ces deux contrats. Il faut donc identifier clairement les regroupements qu'on peut avoir et les regroupements d'établissements, entre autres. Votre établissement aujourd'hui fait la maternité, mais il y aura peut-être dans les années à venir, l'établissement aura besoin de se regrouper avec d'autres parce que vous ne serez plus assez nombreux. Eh bien, que se passera-t-il de vos contrats à ce moment-là ? Que se passera-t-il de votre groupe d'obstétriciens et de gynécologues ? Est-ce que vous pourrez poursuivre votre activité au sein de la clinique ? Est-ce que les conditions que vous avez eues sur le site sur lequel vous étiez, si l'établissement se déplace, pourra être transféré ? Il faut donc avoir une rédaction qui permette que vous puissiez dans tous les cas vous en sortir. Tous ces contrats, toutes ces modifications, voire la fin, nécessitent de ne pas se faire du jour au lendemain. Il y a des préavis à donner et ces préavis peuvent être source de conflits quand on ne les observe pas. Les préavis ne sont pas forcément obligatoires. Il y a des conditions dans lesquelles on peut faire sans préavis, mais la majorité du temps, il faut les respecter. Enfin, les contrats peuvent aussi discuter d'indemnisation si, alors que vous étiez engagé dans votre établissement, que vous y avez consacré votre carrière, pour une raison que vous n'avez pas souhaitée, vous êtes exclu de l'établissement. Il y a là des clauses qu'il faut faire porter dans le contrat afin de vous protéger. Un des sujets quotidiens est la redevance. Quand on travaille dans un établissement, l'établissement engage des frais pour permettre notre exercice quotidien et ces frais ne sont pas extensibles
Et dans le contrat, il doit y avoir précisément dit ce que recouvrent les prestations que va facturer l'établissement au médecin. Et vous pouvez parfaitement les accepter ou les refuser. Il n'y a pas de prestations obligatoires, sachant que tous les frais occasionnés par les accouchements, les opérations que vous faites dans l'établissement sont payés par l'assurance maladie à l'établissement. Et que donc il s'agit dans la redevance uniquement de services qui vous sont apportés à vous. Il n'y a donc pas de location de salle, il n'y a donc pas de location ou de dédommagement pour des durées de séjour ou des choses comme ça. Rien de tout ça n'est dans la redevance. Ainsi, le personnel strictement nécessaire à vos accouchements, à vos opérations, vous n'avez pas à participer au financement de ces personnels-là. Ceci doit être porté dans votre contrat. Et le contrat doit donc, au minimum, avoir la liste de ce qui est facturable, le mode de calcul des frais. On peut dire, par exemple, écoutez, on vous propose une secrétaire, il faut dire exactement ce qui est prévu dans le paiement de cette secrétaire recouvert par la redevance. Qu'est-ce qui se passe si effectivement la redevance n'est pas payée à temps? Enfin, est-ce qu'au cours de l'exercice, on peut réviser cette redevance parce que les coûts changent, parce que les conditions d'exercice qu'il y aura dans 10, 15 ans, 20 ans ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc, chaque chose mérite d'être précisée. Enfin, arrive le jour duquel je m'approche, on va s'arrêter de travailler. Et quand on s'est investi 30 ans dans le même établissement, eh bien, il faut préparer sa succession. En effet, quand on arrive à la fin, si on a supporté l'activité avec son groupe ou tout seul, partir va être synonyme pour l'établissement, si rien n'est prévu, d'arrêt d'activité, d'un manque à gagner, de part de marché, puisque c'est comme ça que se font les choses, qui vont échapper à l'établissement. Donc, en fait, chacun de nous est intéressé à préparer sa succession, mais l'établissement aussi, car pour lui, ça lui permet de pérenniser son activité. Et donc, il est nécessaire dans son contrat qu'on précise les conditions dans lesquelles on peut être amené à partir et dans chaque condition, quel est le mieux pour que les choses se passent bien. Ainsi, il y a toujours une notion de délai, d'agrément de la clinique quand on souhaite présenter un successeur. Qu'est-ce qui se passe si l'établissement refuse le successeur qu'on présente? Que devient son contrat? Est-ce qu'on le cède à l'identique ou est-ce qu'il doit évoluer? Enfin, si on quitte l'établissement, faire attention que l'on puisse se réinstaller pas trop loin si on veut continuer à travailler ailleurs que dans l'établissement. Il y a des clauses de non-réinstallation qu'il convient de maîtriser. À la fin du contrat de l'exercice libéral, il faut qu'il soit écrit dans ce contrat les différentes circonstances pour que ceci se passe bien. Les raisons qui peuvent justifier une fin de contrat, il y en a plusieurs types. Elles ne figurent pas forcément au contrat, mais concevez qu'il y en a, vous pouvez partir de votre volonté. Vous avez trouvé mieux ailleurs, votre conjoint va travailler ailleurs, vous en avez assez, vous vous êtes brouillé avec vos associés, ou bien ce sont des raisons qui vous sont imposées peut-être par l'établissement, qui, je l'ai évoqué, doit déménager, veut arrêter cette activité et la faire ailleurs, ou bien parce que des événements extérieurs, le plan régional de santé a prévu que votre activité ne pouvait plus continuer là et que donc l'ARS impose un arrêt d'activité. Dans ces trois circonstances, vous imaginez que la fin du contrat ne se présente pas de la même manière. Et donc ça, ce sont des choses à prévoir. Il y aura des procédures qu'il faudra respecter, aussi bien vous que l'établissement,
donc la durée du préavis, et des conditions pour éventuellement être indemnisé. L'indemnisation pouvant être donnée par l'établissement, ou si c'est de votre fait, vous qui indemnisez l'établissement parce que vous partez. Et bien sûr, les clauses de non-réinstallation qui peuvent en découdre, et ça, c'est quelque chose à prévoir. Tout ceci nécessite d'être conseillé. Tout ceci ne se fait pas sur le coin d'une table au cours d'un week-end en buvant entre amis un apéritif. Et ce sera la même chose si, quand vous devez partir, l'établissement peut ne pas être d'accord. Et avant d'en venir au juge, il y a des procédures de conciliation ou de médiation. Et nous vous conseillons de les inclure dans vos contrats pour que, avant d'en venir au juge, on ait épuisé de manière entre guillemets amiable toutes les solutions pour résoudre ces conflits. Et là encore, il y a des critères précis qui doivent figurer. Qui peut être le conciliateur ou le médiateur? Dans quel délai on peut le faire? Quel calendrier avant la fin? Et puis, une fois que la médiation est faite, quelle en sera la suite? Et en cas d'échec, devant quelle juridiction l'affaire va se terminer? Enfin, avant de décider, on va faire une médiation. Il est important, on ne va pas faire une médiation pour tous les litiges qui vont se passer. Il faut donc préciser quels litiges vont nécessiter une médiation. Vous voyez, ce tableau rapidement fait montre que le contrat d'exercice est quelque chose d'important qui nécessite d'être conseillé, d'être écrit et d'être discuté peut-être longuement avec l'établissement avant de signer quoi que ce soit. C'est peu compatible avec les premières diapositives où je vous ai dit il faut le faire avant de commencer à travailler. En pratique, c'est très compliqué dans un établissement où on a souhaité le faire, mais sachez que si vous commencez à travailler avant d'avoir bien avancé dans vos discussions, eh bien, vous allez avoir un handicap. Car à partir du moment où vous avez mis le pied à l'étrier, l'établissement sait bien que vous voulez rester. Et que donc il devient plus difficile d'imposer des conditions qui pour vous, et vous avez vu qu'elles peuvent être nombreuses, peuvent être des conditions très importantes quand les choses iront mal. Bref, c'est un peu comme dans un contrat de mariage. Tant que tout va bien, on le range dans un tiroir, mais quand ça ne va pas, on s'en réfère. Et ça, c'est quelque chose qui va forger toute votre vie de médecin libéral travaillant dans un établissement. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Pour plus d'aide, il a été rédigé par le syndicat Le Bloc, dont fait partie le Singof, un guide sur ce sujet, dont j'ai extrait mon topo, et que l'on peut, le voilà, le contrat d'exercice libéral en établissement, et qu'on peut vous faire passer. Il n'y a pas de problème, il suffit de le demander au Singof. Notre stand est à l'entrée du congrès, et on vous l'enverra bien volontiers. Et c'est quelque chose que vous devriez avoir dans votre table de chevet à chaque fois que vous faites vos dernières gardes comme assistant avant de vous installer. Eh bien, vous pouvez lire ça. C'est aussi important que les conseils sur la mortalité maternelle et comment sauver nos enfants au cours des accouchements. Didier? Alors, je vais me proposer quelques remarques. Bertrand, je t'avais dit. Je suis président de la commission des contrats à l'Ordre des médecins de désert depuis 20 ans. Donc, je me permettrai de compléter tout ce que tu viens de dire. La chose importante, sachez que les conseillers ordinaux dans tous les départements de France vous accueilleront avant de signer vos contrats. Et vous pouvez faire rajouter, moi, dans tous les contrats dont je m'occupe pour les collègues qui s'installent, une clause où on dit le contrat sera présenté à l'ordre et modifié autant que de besoin pour le mettre en conformité avec la déontologie, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de contrats qui arrivent à l'ordre une fois qu'ils sont signés. Une fois que les contrats sont signés, ils vous engagent.
pendant 30 ans et l'ordre ne peut pas le modifier. Nous n'avons qu'un avis consultatif. Donc rencontrez les conseillers ordinaux avant. Et c'est très important. Dans les contrats, l'ordre fait toujours adouser que s'il y a une conciliation, elle a lieu à l'ordre et on commence par une conciliation ordinale. Faites attention en ce moment, toutes les cliniques, et en particulier les groupes Ramsay, etc., sont en train de mettre des clauses d'exclusivité dans votre sens et dans le leur, en disant que vous n'avez pas le droit d'exercer en dehors et vous avez une clause de non-réinstallation. Elle n'est pas valable. Ne l'acceptez pas, ne la signez pas. Et comme il vient de vous le dire, vous êtes aujourd'hui en position de force, puisqu'on recherche des gynécos obstétricaux en particulier avec les cliniques et des gynéco-chirurgiens partout. Donc ne signez pas des clauses de non-réinstallation. Cette exclusivité avec non-réinstallation n'est acceptée que si la clinique vous donne une garantie de revenus pendant 2 ans. Et aujourd'hui, on a beaucoup de collègues qui s'installent avec une clinique qui vous garantit 10 000 euros, 15 000 euros de revenus pendant 2 ans. Et à ce moment-là, effectivement, ils vont vous empêcher de vous réinstaller en face puisqu'ils auront financé votre installation. C'est assez logique. Vous avez des clauses, une clause importante qu'il faut modifier, et je crois que ce n'était pas dans le livre de Mme Davert. Il y a écrit en cas de faute et d'interdiction d'exercer par le conseil disciplinaire régional, on peut avoir une rupture de contrat immédiate par l'établissement. Il faut toujours rajouter pour une décision devenue définitive, puisque l'interdiction d'exercer par la première instance régionale du Conseil de l'ordre, on peut faire appel au niveau de l'ordre national, et l'appel est suspensif. Alors, il y a des collègues qui ont été condamnés par le Conseil régional à interdiction d'exercer 4 mois, la clinique a rompu le contrat, et en fait, l'ordre national, 2 ans après, a reconnu qu'il n'y avait pas de suspension. Trop tard, pendant 2 ans, ils n'ont pas touché de revenus. Donc, il faut bien écrire décision devenue définitive quand l'ordre national a tranché. Attention, aujourd'hui, dans l'âge de la départ à la retraite, dans les clauses de départ, on a des établissements qui vont jouer sur les mots et dire que l'âge de départ à la retraite, c'est 62 ans. Il faut bien préciser l'âge de départ à la retraite précisé par la CARMF, puisque notre caisse de retraite des médecins est autonome. Aujourd'hui, on cotise jusqu'à 67 ans. N'acceptez pas des clauses de départ à la retraite à 62 ans. Attention aux comptes mandataires. On a des établissements de santé où dans les contrats, on prévoit que votre argent sera versé sur un compte collectif décidé par la clinique. Il y a de la jurisprudence qui est contre les comptes mandataires. Ça veut dire que vos revenus vont être encaissés par un compte global de tous les praticiens. Et si vous êtes en conflit avec un des praticiens, comme par hasard, l'argent ne peut ne pas être versé. Ou surtout, certaines cliniques ont utilisé le compte mandataire comme garantie pour des emprunts. Et à ce moment-là, l'argent peut être bloqué par la banque, alors que c'est un compte qui appartient aux professionnels de santé. Donc attention au compte mandataire. Tu disais dans la redevance, on a des établissements qui, dans la redevance, vont mettre le local où vous consultez. Ils vont mettre aussi les aides opératoires. C'est illégal. Il ne peut y avoir dans la redevance que les frais réels, et la jurisprudence est très claire. Une redevance aujourd'hui, elle doit être entre 3 et 8% TTC. D'accord ? Mais certainement pas, on vous dit, on vous donne une redevance de 15%, on vous met l'aide opératoire dedans, on vous met le local. Ça, c'est illégal. Le local, ça doit être un bail. Et le revenu du local, enfin le paiement du loyer ne doit pas dépendre de vos revenus et de votre liberté tarifaire, dit secteur 2. Donc attention de ne pas mettre ça dans la redevance, ni les aides opératoires. On a des collègues qui ont des difficultés pour la permanence des soins. Ils ont signé des contrats où ils s'engagent à la permanence des soins, ce qui n'est pas la même chose que la continuité des soins. L'établissement qui a un service pour la permanence des soins a donc un service d'urgence. Le gynéco-chirurgien qui se retrouve en lien avec le service d'urgence se retrouve parfois la nuit à payer ses propres aides opératoires. La PDS est un engagement dans le CEPOM, donc le contrat de la clinique, et pas le vôtre. Donc dans vos contrats, vous acceptez la continuité des soins. Quand un malade se confie à vous, vous êtes responsable de ce qui devient dans la clinique jusqu'à sa sortie en collaboration avec l'équipe d'associés. Mais la permanence des soins, ça relève de l'établissement. Et vous signerez à ce moment-là un avenant pour dire que les aides opératoires la nuit qui viendront vous aider pour une rupture utérine ou pour une salpingite ou ce que vous voulez, elles seront bien payées par la clinique et pas par vous, parce que sinon vous serez en difficulté financière. Sur les contrats, attention, certaines cliniques volontairement veulent marquer que vous êtes installé en secteur 1, voire en Optam. Alors l'Optam, il ne faut pas le mettre dans un contrat qui va durer 30 ans, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas si l'Optam va être prolongé, et vous ne devez pas accepter qu'un établissement de santé vous oblige à choisir le secteur à tarif opposable. Vous devez à tout prix vous installer dans le secteur conventionnel de votre choix, c'est-à-dire a priori le secteur 2 sera votre choix. Mais sachez aussi pour les plus jeunes, et je suis désolé, on s'éloigne un peu du contrat, mais un certain nombre d'entre vous vont gentiment se dire je m'installe au tarif opposable en secteur 1 et puis je verrai après. Une fois installé en secteur 1, on ne peut plus jamais retourner en secteur 2. Plus jamais. Donc installez-vous en secteur 2,
à l'Optam. Bertrand a négocié l'Optam pour nous tous à la convention. Grâce à ça, vous avez des avantages, meilleur remboursement pour les patients, moins de cotisations. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais attention, l'Optam risque de fermer. Donc mettez-vous secteur 2 Optam et pas secteur 1 Optam. Comme tu l'as dit, tracez. Que ce soit en médico-légal ou ailleurs, tracez tout ce que vous faites. Les discussions avec le directeur devant la clinique qui vous dit « mais c'est bon, je vous prends », en sortant, en rentrant chez vous, vous envoyez un mail au directeur. Suite à la discussion devant l'établissement, vous m'avez annoncé que vous me donniez 20 000 euros d'aide par mois. J'en suis ravi, c'est tracé. On a un mail, il suffit qu'il réponde pour que juridiquement ce mail puisse être utile demain pour vous aider. Attention aux sociétés d'exercice libéral, c'est très important. Vous êtes très très nombreux à vous installer en SEL, société d'exercice libéral. Sachez qu'on n'a pas le droit d'exercer en dehors de la SEL. Donc aujourd'hui, je me bagarre dans mon département pour autoriser des jeunes ophtalmos ou gynécos installés en SEL qui veulent retourner au CHU pour faire une vacation ou 2 vacations parce qu'ils sont experts dans un domaine. S'ils exercent en SEL, ils n'ont pas le droit d'exercer en dehors de la SEL, ils n'ont pas le droit d'aller remplacer à Tahiti, ils n'ont pas le droit de d'expertise judiciaire, ils sont dans la SEL. Donc on ne s'installe pas en SEL, on s'installe quand on réfléchit. Méfiez-vous des SCP, type de contrat avec les collègues associés. Si vous êtes en SCP, vous avez l'obligation de racheter les parts de ceux qui partent en retraite. C'est dans la loi. Donc si vous êtes jeune gynéco-obstétricien, vous installez avec 4 collègues qui ont 63 ans, et ben dans les 3-4 ans, vous devrez racheter leur clientèle. C'est dans le texte et dans les statuts de la SCP, méfiez-vous. Attention aux SDF, les sociétés de fait, contrat à nouveau. Quand vous installez en libéral, on peut vous dire, il n'y a pas de contrat entre nous, c'est juste un contrat en privé, ça s'appelle une SDF. Le contrat en privé, il n'a pas de valeur morale, puisque la société qu'il signe n'existe pas. Donc si c'est la SDF qui a embauché les secrétaires, embauché les aides opératoires, payé le loyer, le jour où tous les fondateurs de la SDF sont partis, en théorie, jeune successeur, vous avez le droit à rien, puisqu'il n'existait pas de société avant. Donc faites bien une SCM, qui est une société civile de moyens, en partage avec les collègues. Retenez aussi pour les jeunes, on va vous faire des propositions d'installation avec un contrat libéral et de racheter des clientèles. Quand vous allez gagner 100, il n'y a que 30% qui rentrent dans votre poche. Il y aura 30% pour les frais de cabinet, il y aura 35% de charges sociales avec impôt sur le revenu. Donc si vous rachetez une clientèle trop chère, avec les prêts d'installation qui durent en moyenne 7 ans, certains collègues vont gagner moins qu'un poste d'assistant ou de PH. Donc en conclusion, et tu l'as déjà dit, mais je vais y revenir, prenez un avocat, un conseil. Bertrand a mes coordonnées, je vous donnerai mes coordonnées, que je puisse relire vos contrats si je peux vous aider. C'est très important. Vous allez générer en libéral 10 millions, 12 millions, 15 millions de chiffres d'affaires dans les 30 ans qui viennent. Aucun étudiant en école de commerce accepterait de diriger une société à 15 millions sans prendre l'avis d'un avocat. Prenez un avocat, prenez un expert comptable et ne prenez pas l'avocat de la clinique et ne prenez pas l'avocat des associés. Ayez un regard extérieur parce qu'il va vous former, il va travailler pour vous. Vous allez payer 8 000 euros d'honoraires, mais ça permettra d'avoir un contrat consolidé. Faites bien attention à ça. Et dernière chose, si vous avez prévu de vous marier avant de vous installer en libéral, faites un contrat de mariage. Sinon, lorsque vous divorcerez, je ne vous le souhaite pas, 50% de l'activité de votre cabinet appartient au conjoint. Et on a des collègues qui se sont retrouvés, dans ce cas de divorce, à devoir 50% de l'activité à leur épouse ou à leur époux. Donc faites attention, n'hésitez pas à nous contacter, mais rencontrez tout le monde, mais n'allez pas trop vite sans regarder le contrat avec un spécialiste. Merci. Alors, le coût du contrat de mariage, effectivement, mais le Saint-Goff ne vous donnera pas les conseils sur ça, mais c'est au moins aussi important. Donc, vous êtes à un moment de votre carrière capitale, mais c'est passionnant. Moi, je serais 30 ans en arrière, à votre âge, je voudrais recommencer. Pas compliqué. Bien, merci. On pourrait parler malheureusement encore très longtemps là-dessus, de beaucoup de choses. Faites très attention parce que vous allez repérer un établissement dans lequel vous allez vouloir aller, avec une équipe qui vous plaît finalement, parce que vous avez pas mal de propositions. Il y a quelqu'un qui s'en va. Et puis en fait la clinique va comprendre que vous voulez venir et là vous rentrez dans le contrat qu'elle va vouloir vous imposer. Il faut toujours faire la fine bouche et dire non, ça ne me va pas, je vais partir ailleurs. C'est de la négociation, c'est du rapport de force, mais les contrats actuellement proposés par les groupes ne sont pas des contrats moraux. Donc prenez un avocat qui vous donnera de l'argumentaire, ils parlent mieux que nous, ils savent mieux sortir les dents que nous, et dans le rapport de force, dans le bras de fer, ils vous aideront. Bien.
Dernier point par le docteur Chinchol sur la prévoyance. C'est une chose très très importante, absolument sans importance quand on n'en a pas besoin, et très importante quand on en a besoin. Et un exercice professionnel, c'est 30-35 ans et on peut en avoir besoin. Après, j'appuie là, c'est ça? D'accord. Ok, merci. Bien. Alors, moi, j'ai été invité par le Saint-Goff en tant qu'administrateur de la caisse de retraite des médecins. Qu'est-ce qu'un administrateur de la caisse de retraite des médecins? Donc, je suis obligé d'expliquer un tout petit peu. C'est un... Là, c'est bon? Ouais, excusez-moi. Donc, un administrateur, c'est un élu des médecins. C'est donc pas du tout un employé de la caisse, parce qu'on reçoit des courriers en croyant qu'on est des employés de la caisse de retraite. On n'est pas des employés, on est comme vous, des médecins. Et les élus élisent, les médecins élisent des délégués et les délégués élisent des administrateurs. Donc nous sommes en France 25 administrateurs pour représenter 200 000 médecins. Et donc dans les administrateurs, je suis membre du bureau, donc je suis un des 8 membres du bureau, donc je suis bien dans la caisse pour représenter les médecins, mais pas employé de la caisse des médecins. Je voulais préciser ça pour que vous compreniez mieux l'exposé après sur la carte. Alors, prévoyance complémentaire retraite, leur place à côté de la carte. Je suis tout à fait d'accord pour la transition, pour dire que c'est très important de mettre en place, dès qu'on s'installe, un système d'assurance. Ça fait aussi une bonne transition avec ce que vient de dire mon confrère de l'Ordre, pour dire que dès qu'on s'installe, on ne pense pas initialement à tout ce qu'on a besoin de mettre en place. Et donc, je vais essayer de vous rappeler ce qu'il faut faire. La prévoyance, c'est la qualité de la personne, donc qui va prendre des précautions pour l'avenir. Quand on s'installe, ce qui est obligatoire, c'est bien entendu de s'inscrire à l'Ordre. L'Ordre va vous donner les indications pour s'affilier à l'URSSAF et pour s'affilier à la caisse de retraite. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Il faut également souscrire un contrat de responsabilité civile professionnelle pour qu'on puisse exercer. Ce contrat sera demandé et est obligatoire dans les établissements de soins où on va travailler. Ce qui est facultatif et ce qui est oublié, puisque nous on le retrouve après quand on siège au Fonds d'action sociale des caisses de retraite notamment, c'est les autres contrats d'assurance. Le premier, complémentaire santé, donc je vais en reparler, puis les contrats de prévoyance, et ensuite le contrat complémentaire retraite pour voir la place de la retraite obligatoire et la place de la retraite que l'on souhaite en fonction de son activité. Mais il ne faut pas oublier aussi la protection de son outil de travail, c'est-à-dire la protection de son cabinet quand on a des ennuis de santé. Le choix de la mutuelle, il faut savoir qu'actuellement les mutuelles sont déductibles, elles sont déductibles selon la loi Madelin. Donc elles ont été plafonnées sous le gouvernement Hollande. Avant, on pouvait souscrire la mutuelle qu'on voulait. Maintenant, on ne peut pas déduire ce que l'on veut, mais c'est important de quand même profiter des mutuelles qui sont déductibles. On peut les prendre soit au sein d'un contrat de groupe qu'on peut trouver soit dans les établissements, soit dans les associations de médecins, soit un contrat de mutuelle individuelle. La prévoyance. La prévoyance, c'est un moyen de définir un complément de revenu quand on se retrouve malade ou accidenté. Ça a été rendu un peu plus simple depuis très récemment, depuis juillet 2021, car depuis juillet 2021, le délai de carence avant qu'un médecin ne touche des indemnités journalières a été ramené à 3 jours, alors qu'avant, le délai de carence pour les indemnités journalières fournies par la CARMP était de 91 jours. Donc on se retrouvait avec 3 mois sans aucune indemnité quand on se retrouvait en arrêt de maladie ou en accident. Donc ça a été modifié, mais très, très, très récemment. Après ces 3 mois où les indemnités sont fournies par la Caisse primaire d'assurance maladie, la CARMP prend le relais et fournit à ce moment-là donc les indemnités. Cette prévoyance est destinée donc à assurer des revenus donc quand on cesse son activité professionnelle. Cette prévoyance prend aussi
peut aussi assurer un complément en plus des indemnités journalières de la CARM. Je vous montrerai un peu plus tard dans le diaporama ce que représentent les indemnités journalières de la CARM en fonction des cotisations. Plusieurs compagnies d'assurance s'intéressent à ce marché. Bon, dans les plus connus, vous avez l'AMA-CSF, donc l'assurance des professionnels de santé, également la Médicale de France, Alptis. Bon, il y a d'autres contrats aussi qui s'intéressent à ce type d'indemnité complémentaire. Alors, on verra un peu plus loin, parce que quand on parlera de la CARM, pourquoi c'est un élément important. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place en juillet? C'était une demande qui existait depuis environ, je dirais, une dizaine d'années de la CARM pour dire qu'on essaye de s'aligner sur ce qu'il existe dans les autres professions. Ça a été mis en place grâce à la période Covid et sous la pression des syndicats et également de la CARM. La cotisation, c'est un prélèvement de 0,30% sur les revenus d'activité qui est limité à 3 fois le plafond de la sécurité sociale et ça donne droit donc à un versement quotidien minimum de 22 € par jour, maximum de 169 € par jour sur une durée de 3 mois. Après ces 3 mois, le relais est pris par la CARM et c'est pour ça qu'on parlait d'une prévoyance individuelle en plus de ce qui existe, pour que si le revenu fourni par la CARM est insuffisant, on ait pensé à mettre en place un contrat supplémentaire auprès des organismes que j'ai cités tout à l'heure, MACSF, Médicale de France, Alptis ou autres. Alors le cas particulier, donc ça je ne l'ai pas enlevé du diaporama que j'avais parce que on sait que la cotisation assurance maladie n'existe pas pour ceux qui sont en cumul emploi-retraite. C'est vrai que ça ne concerne pas trop le jeune installé. Cette indemnité de 3 mois pour ceux qui ont une activité et a été ramenée à 2 mois, fournie par la CEPAM, mais existe quand même pour ceux qui sont en cumul emploi-retraite, alors que la CARM ne fournit aucune indemnité puisqu'il n'y a aucune cotisation pour ceux qui sont en cumul emploi-retraite concernant les arrêts de maladie. La complémentaire retraite, après avoir vu donc la prévoyance, quand vous tombez malade pour avoir des indemnités journalières, il est important de penser à une complémentaire retraite. En effet, tout à l'heure, il a parlé d'un montant de revenus sur une vie professionnelle qui atteignait une dizaine de millions d'euros. On se rend compte le jour où on bascule à la retraite, certains vont y arriver, comme me le disait tout à l'heure mon ami. Moi, je viens d'y arriver il y a maintenant 3 mois, donc j'ai un tout petit peu plus d'avance par rapport à toi. Donc, on se rend compte de la grosse différence de revenus qu'il y a dans nos professions. Donc, quand on est en exercice libéral avec une grosse activité professionnelle et quand on se retrouve à la retraite, ce qui est prévu par la caisse obligatoire de retraite représente environ, je vous donne des chiffres environ, mais par rapport à une grosse activité, c'est de l'ordre de 20%. Entre 20, on va dire entre 20 et 30% suivant. Voilà. Ça, c'est le régime obligatoire de retraite. Donc, si vous n'avez pas mis en place dès votre installation un complément de retraite progressif, il faut pouvoir être capable d'assurer cette diminution de revenus le jour où vous vous retrouvez à la retraite. Alors, il y a plusieurs contrats. Donc, il y a Aviva, il y a Suisse, Generali, voilà, Capimed. Capimed, c'est le contrat complémentaire style Madeleine, enfin maintenant c'est un PER, qui a été mis en place non obligatoire par la CARM. J'en dirai un mot tout à l'heure dans le diaporama concernant la CARM. J'ai insisté, je l'ai dit d'emblée, dans la complémentaire retraite. Si on la met en place très rapidement dès le début d'installation, on peut ne pas faire un effort financier important, mais sur la durée, ça permettra d'avoir une complémentaire retraite. Si la CARM va vous donner, si on prend la retraite moyenne CARM de l'ordre de 3 000 €, vous pourrez arriver à vous mettre en place une complémentaire de retraite de l'ordre de 1 000 ou 2 000 € de plus. Et là, vous arrivez avec quelque chose qui est tout à fait viable. Ensuite, la protection de son outil de travail. Et bon, c'est important de savoir que quand on se retrouve en arrêt de maladie, on est content de percevoir les quelques indemnités versées soit par la CEPAM dans les 3 premiers mois, soit le relais pris par la CARM, mais rien n'est prévu pour assurer les frais qui continuent à courir au sein de son cabinet d'exercice, c'est-à-dire le loyer et les charges du cabinet
les leasings qui sont en cours pour un appareil d'échographie, les frais de personnel, secrétariat, ménage, etc., les frais d'instrumentiste, enfin, tous les frais générés par le cabinet médical. Donc, tous ces frais continuent à courir et on se retrouve avec des difficultés supplémentaires en plus de sa maladie. Pour ça, il y a des contrats qui sont pas mal faits chez des assurances comme l'UNIM et la Médicale de France, qui permettent de couvrir une partie de ces frais et de maintenir son outil de travail suivant votre durée de cessation d'activité transitoire. Alors, quelques conseils, ça recoupe un peu ce qu'on a donné tout à l'heure comme conseil. Moi, je dirais qu'il faut savoir choisir un courtier en assurance pour comprendre tous ces enjeux, puisqu'on a vu qu'il y avait des contrats très différents que j'ai évoqués. Et donc, il y a des gens qui sont capables de vous donner, en tant que courtier, des directions différentes et qui permettent de mettre en place ces assurances suffisamment tôt dans votre exercice professionnel, au moment où on pense que ça ne peut pas arriver, ni la cessation d'activité pour maladie, ni un accident, enfin rien ne peut nous arriver quand on démarre notre activité. Eh bien, c'est important de l'avoir mis en place suffisamment tôt, donc ça, ces gens-là savent le faire. Et moi aussi, je dirais que c'est utile d'avoir un cabinet d'expertise comptable et juridique. Donc c'est valable pour les contrats, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et je pense que pour mettre en place tout ça, c'est également très important. Voilà. Il y a un point particulier si l'exercice est en association. En effet, quand on exerce en association, comme ça a été évoqué tout à l'heure, donc soit en SEL ou en SCP ou en SDF, c'est important de prévoir un contrat pour assurer le rachat des parts de société. Si on cesse son activité, les associés ont souscrit un contrat qui permet d'être prioritaire, indemniser celui qui s'arrête, pardon, je ne parle pas près du micro, celui qui s'arrête définitivement, parfois, pour raison de santé. À ce moment-là, la société n'est pas obligée d'accepter n'importe qui. Elle indemnise celui qui s'arrête ou la famille de celui qui s'arrête si, hélas, ça finit par un décès. Et à ce moment-là, elle peut avoir le temps de se retourner pour choisir quelqu'un qui... Donc ça, je crois que c'est important. Enfin, moi, dans la société où j'ai exercé, on avait mis en place tous ces contrats pour que cette clause soit examinée. Donc pour moi, l'installation libérale s'apparente à la création d'une entreprise. C'est pour ça que le conseil juridique, comme tu l'as dit tout à l'heure, me paraît vraiment quelque chose d'important, parce que si on ne se fait pas conseiller, on a plusieurs points sur lesquels on n'arrivera pas bien à mettre les choses en place. Il faut savoir donc anticiper pour éviter l'imprévoyance. Et en siégeant au Fonds d'action sociale, puisque j'ai beaucoup participé au Fonds d'action sociale de la Garde, je continue à y participer actuellement, j'ai gardé ce type d'activité, j'ai découvert toutes les conséquences des défauts d'assurance. Et là, on peut se retrouver dans des histoires qui s'apparentent à du Zola, hein, avec le médecin qui finit sous un pont. Enfin, je veux dire, ça dépasse un peu l'imagination. Donc, ce chapitre d'assurance bien anticipé me paraît important. Maintenant, je vais vous faire un petit topo, je suis encore dans les temps, sur ce qu'est la caisse de retraite, pour vous donner un peu les bases des connaissances. Donc, il faut savoir que notre régime de caisse de retraite obligatoire, pour les médecins qui s'installent en libéral ou pour ceux qui ont une activité libérale et une activité salariée, donc caisse soi-disant autonome de retraite des médecins de France, a été mise en place pour le régime de base et le régime complémentaire en 1949, pour l'allocation supplémentaire vieillesse en 1972, la prévoyance 1955 et le régime Capimed, donc le régime par capitalisation que j'ai évoqué tout à l'heure comme une retraite complémentaire, en 1994. La cotisation moyenne donc, dépend du secteur d'installation. Donc, si on est en secteur 1, la sécurité sociale va payer une partie des cotisations, alors que si on est en secteur 2, on doit régler la totalité des cotisations. La moyenne des cotisations en 2021, en secteur 1, c'était 14 500 € pour l'année, et en secteur 2, 24 000 € pour l'année. La retraite moyenne, c'est pour vous donner une idée de ce que donne la retraite, c'est pour les médecins en France. Donc si on prend actuellement donc, les médecins en exercice, on va dire à peu près 110 120 000 médecins, la moyenne c'est 32 300 €. Le chiffre est faux. Pourquoi ? Il faut déjà enlever 10 points liés à ce que j'ai écrit là-dessous, donc CSG, CRDS, CASA, ça c'est 10%.
Et ensuite, vous avez le prélèvement à la source. Donc, en plus, donc, vous enlevez 10 points, ça vous bascule à 29 000 euros. Et si vous enlevez le prélèvement à la source, comptez au minimum sur des sommes comme ça, un petit peu moins de 10%. Donc, il vous reste à peu près 26 000 euros pour la retraite moyenne des médecins en France. Ça rebascule sur l'exposé précédent. Attention, ayez prévu avant. Quels sont les rendements instantanés en fonction des régimes? Alors, là, je ne me suis pas bien expliqué tout à l'heure, mais enfin, il existe 3 régimes dans la caisse de retraite. Ces 3 régimes sont hébergés par la CARMF, donc qui est soi-disant une caisse autonome, mais la CARMF ne gère qu'un seul régime, elle-même, c'est le régime complémentaire. Le régime de base est un régime qui est commun un peu à toutes les professions, c'est-à-dire salariés, non salariés, etc. C'est un régime qui est géré, nous, pour les professions, toutes les professions libérales, par la CNAVPL, qui est le régime qui regroupe toutes les professions, c'est-à-dire les avocats, les notaires, toutes sortes de professions sont mis au sein de ça, et ça, il s'agit du régime de base. Il n'est pas géré par la CARMF, il est seulement collecté par la CARMF. Donc ce régime de base, je verrai après les régimes un peu plus loin, donc je vais le reprendre plus loin. Donc le deuxième régime, c'est le régime complémentaire qui, lui, est géré par la CARMF. C'est le seul qui est géré par la CARMF, avec une autonomie toute relative, puisque toutes les décisions sont soumises au gouvernement et sont proposées, mais pas souvent acceptées. Le troisième régime, ASV, est géré par les caisses de sécurité sociale et par les syndicats. Donc ce régime représente, on va le voir un peu plus loin parce que sinon je perds du temps. Bon. Donc quelles sont les cotisations? Pour le régime de base en 2021, donc c'est important de savoir qu'il y a une cotisation de 8,23 points jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 41 000 euros. Et ensuite une tranche qui part de 0 jusqu'à 205 000 euros, qui est une cotisation de 1,87%, qui va être une cotisation, comme vous allez le voir sur la diapositive suivante, où très peu de points sont attribués. Les caisses participent, même dans le régime de base, pour payer une partie de ces cotisations quand on est en secteur 1. Quels sont les points de retraite? Dans la première tranche, où la cotisation est de 8%, on obtient 525 points de retraite jusqu'à 41 000 euros de revenus. Tandis que dans la deuxième tranche, avec des cotisations qui peuvent être élevées, puisqu'on prélève 1,87, presque 2% de 205 000 euros, on obtient seulement 25 points. Donc c'est plutôt un impôt qu'une cotisation, ce qui est prélevé pour la deuxième tranche. Ce régime de base donne 4 trimestres par an d'année civile. Ça ne paraît pas important de parler de ça, mais on va se rendre compte que maintenant, notre départ à la retraite dépend du nombre de trimestres où on a cotisé. Donc on va le reprendre un peu plus loin. Des attributions de points supplémentaires sont attribuées pour les femmes médecins, donc au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement. Donc on a une attribution de points supplémentaires. Également pour les médecins qui deviennent invalides, ils ne peuvent pas prendre leur retraite parce qu'ils sont trop jeunes pour prendre la retraite et ils ont une attribution de points dans le régime de base. Si vous avez une raison de santé où vous arrêtez plus de 6 mois, donc on obtient là aussi une attribution de points alors qu'on ne paye plus la cotisation. Il y a des périodes qui sont rachetables, donc bon, ça on le verra un petit peu plus loin parce que sinon ça va être trop long. Voilà, on peut racheter soit des trimestres d'assurance, soit des trimestres d'assurance et des points. Il est important de pouvoir racheter ces trimestres parce que c'est ce qui conditionne les possibilités de prendre sa retraite à taux plein. Donc, Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir actuellement pour les générations actuelles, puisqu'on est dans une session nouvelle installée? Actuellement, ceux qui sont nés en 73 et les années suivantes, mais actuellement, puisque actuellement Macron a des idées, mais enfin bon, peuvent prendre leur retraite à partir de 62 ans, entre 62 et 67 ans, à condition d'avoir validé 172 trimestres, c'est-à-dire 43 ans d'activité dans le régime de base. Le terme régime de base, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est commun à toutes les professions, c'est-à-dire que si vous avez fait des remplacements
d'infirmiers, ça peut donner des trimestres dans le régime de base pendant vos études. Si vous avez fait d'autres activités avant d'être médecin, ça peut donner des trimestres dans le régime de base. Et c'est ce nombre de trimestres, 43 ans, pour ces générations-là, qui permettront de prendre le régime à taux plein. Donc si vous manquez de trimestres quand vous avez vers 65, 66 ans pour arriver au taux plein, il faut faire le rapport bénéfices et intérêts sur les rachats de trimestres. Alors l'âge de départ à la retraite, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, on peut partir à la retraite à partir de 62 ans, mais en fonction du nombre de trimestres, on aura des décotes éventuellement. Et si au contraire on a les trimestres, on peut aussi avoir des surcotes dans le régime de base. Je ne fais pas ça parce que c'est complexe, je répondrai plutôt aux questions. Le régime complémentaire, la cotisation actuelle est de 9,8%. Le plafonnement tout à l'heure pour la cotisation du régime de base était 205 000 euros. Dans le régime complémentaire, la cotisation est plafonnée à 143 000 euros. Donc presque 10% de 143 000 euros vous donne une cotisation maximale de 14 110 euros. Et l'attribution de points. Alors il faut savoir qu'on a ça c'est important, je l'avais laissé sur les diapositives. Il y a une dispense totale de cotisation des 2 premières années. Et on se rend compte, comme moi, quand on arrive à la retraite, qu'on a oublié que quand on s'est installé il y a 35 ans, on n'avait pas payé les 2 premières années. Donc on téléphone aux gens de la CARF en disant « Mais là, vous m'avez enlevé les années, j'ai travaillé ces années-là. » D'accord. Donc il faut savoir qu'au moment où on s'en va, on se rend compte que cette dispense n'a pas forcément un intérêt. Donc si vous rentrez en association ou si vous avez des revenus qui sont d'emblée significatifs, vous avez droit à ne pas accepter la dispense. Donc ce que moi à l'époque je n'avais pas bien compris, mais je m'en suis rendu compte qu'a posteriori. Autre moyen d'arrêter ces cotisations, c'est quand on arrive à 75 ans, si on est encore, mais dans notre spécialité gynéco-obstétrique, 75 ans, on en trouve assez peu. Bon. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Quelles sont l'attribution des points de retraite? Un point de retraite est donné pour 14 398 euros de revenus et 10 points de retraite sont donnés pour le plafond que j'ai cité tout à l'heure. La valeur actuelle du point de retraite est de 69,70. Voilà. Le rachat des points donc, est possible là aussi. Donc, il y a alors pour le jeune installé, c'est pas trop intéressant, mais pour ceux qui vont partir à la retraite, c'est vraiment important de racheter les points correspondant au service national. Si le service national a été effectué, là, ça vaut le coup de racheter les points parce qu'on attribue des points gratuits. Voilà. Cette mesure existe aussi pour les femmes. 3 trimestres par enfant né pendant les périodes d'exercice médical professionnel. Là aussi, ça vaut le coup de racheter les points parce qu'il y a une attribution de 0,33 points gratuits pour un point racheté. Donc, pour une fois qu'il y a un truc intéressant, il faut le signaler et ne pas oublier de le faire parce que ça, c'est dommage. Ouais. Alors, il y a aussi des situations particulières, rachat de points en cas d'enfant handicapé et on peut racheter les dispenses des premières années d'affiliation. Voilà. Alors après, on peut aussi décider de racheter des points. Il faut savoir que quand on achète des points, les sommes sont déductibles de notre fiscalité. Par contre, le prix du rachat de points est important, en dehors des situations donc, des femmes enceintes ou du service national. Donc, il faut calculer est-ce que ça vaut le coup de garder cet argent ou de le dépenser. Les conseils ne sont pas très faciles dans ce sens. Voilà. Pour le régime ASV, donc, la cotisation a été très fortement augmentée parce que le régime était en faillite. Et donc, maintenant, on arrive à des cotisations qui sont pour les secteurs 2. Donc, si on arrive au plafond de 205 000 euros, on atteint par an, rien que pour ce régime, des cotisations qui sont de l'ordre de 13 000 euros. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 27 points forfaitaires par an, auxquels s'ajoute la cotisation proportionnelle de 9 points maximum par an. C'est toujours un peu plus que pour le régime de base, où on avait 550 points d'un côté et une quinzaine de l'autre. Voilà. La valeur du point est de 11,36
euros. Pour le régime complémentaire et pour le régime ASV, il faut savoir que quand on part à la retraite, on a droit à un supplément familial. Si on a eu 3 enfants, ce supplément est significatif puisque ça fait 10%. Pour le régime complémentaire et pour le régime ASV, l'âge de départ à la retraite ne dépend pas, comme pour les autres régimes, des trimestres, mais dépend de l'âge réel. Donc on peut prendre sa retraite à partir de 62 ans, mais il faut savoir que si on la prend à 62 ans, comme on a appelé ça retraite à son choisi, la retraite ne sera pas totale. C'est-à-dire que chaque année, on a la possibilité, entre 62 et 67 ans, d'avoir une majoration. Entre 62 et 65, cette majoration, elle est de 5% par an. Et à partir de 65, c'est-à-dire 66 jusqu'à 70, elle est de 3% par an. Donc ça vous donne le tableau. Avec ce tableau, on est resté en parallèle avec ce qui existait avant cette réforme pour rester sur le même chiffre de ce que l'on avait avant à 65 ans. Alors après, je vais aller un petit peu plus vite sur le régime invalidité-décès. Donc le régime invalidité-décès, donc je l'avais évoqué un tout petit peu tout à l'heure pour les indemnités journalières qui apparaissent à partir du 91e jour. Donc il y a 3 cotisations pour une couverture globale. Dans le régime invalidité-décès, on aura l'incapacité temporaire que j'ai déjà évoqué tout à l'heure qui prend le relais de la CEPAM depuis juillet 2021, l'invalidité, le capital décès et la rente pour les survivants, c'est-à-dire la conjointe ou les enfants, et les enfants. Il y a 3 classes de cotisation. Les classes de cotisation sont en fonction des revenus et les indemnités vont dépendre de ces classes de cotisation. Si on est en classe A, c'est-à-dire pour des revenus BNC, donc des revenus non salariés qui vont être jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, la cotisation est de 631 €. Entre 1 et 3 plafonds de la sécurité sociale, 738 €. Et au-delà de 3 plafonds de la sécurité sociale, de 863 €. Les indemnités seront en rapport avec les cotisations. Donc, en classe A, on aura une indemnité journalière de 68 € par jour. En classe B, 102 € et en classe C, 136 €. Ça, c'est ce que l'on perçoit à partir du 91e jour d'arrêt de travail. Si l'arrêt de travail perdure très longtemps, on passe en la moitié des indemnités. C'est-à-dire au-delà de, j'ai plus le chiffre là, mais c'était, je crois, au-delà d'1 an d'avoir perçu les indemnités. Les conditions pour percevoir les indemnités, il faut être à jour de ses cotisations au moment où on est malade. Si on n'est pas à jour de ses cotisations, on n'a pas droit aux indemnités. Pour l'incapacité temporaire, c'est la même chose aussi. Donc, conditions d'ouverture des droits, donc il faut être à jour. Et il est important donc aussi de déclarer son arrêt de travail dans les 2 mois. Si on n'a pas déclaré son arrêt de travail dans les 2 mois et qu'on arrive au 3e mois, on ne peut pas percevoir les indemnités. Alors, on a une commission de recours amiable, on essaye d'arranger les dossiers, mais c'est important de bien avoir déclaré sa cessation d'activité. Alors, l'aide à la reprise progressive d'activité, ça a été mis en place il y a que seulement quelques années. On essaye, comme ça existe dans le régime de la sécurité sociale, pour les médecins qui ont eu un arrêt de longue durée, suivant le type de pathologie, de ne pas supprimer l'indemnité en totalité et de donner une aide à la reprise d'activité. Cette aide à la reprise d'activité, elle n'est pas sur une durée importante, elle est en général sur 1 mois, voire 2 mois, et elle n'est en général non renouvelable. Mais ça permet des fois d'avoir des situations transitoires qui permettent d'aider à la reprise d'activité. Le deuxième régime dans cette catégorie, après avoir vu donc ce qui concernait l'arrêt de travail, c'est l'invalidité définitive. Donc, suivant la tranche de cotisation, là aussi il y a plusieurs tranches de cotisation, la pension est en rapport avec la tranche de cotisation. Les tranches de cotisation, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, un plafond de la sécurité sociale, entre 1 et 3 plafonds et au-delà de 3 plafonds. Donc vous voyez que si vous n'avez rien prévu avant, donc, puisque c'était la première partie de l'exposé, et que vous vous retrouvez en invalidité définitive, la pension pour le médecin pour une année est de 15 800 € par an.
La rente versée par enfant est de 7 300 € par an. Donc on se retrouve vite dans des situations qui sont particulièrement périlleuses. Alors en classe B, c'est 19 700 € et en classe C, 26 338 €. L'invalidité définitive, pour ouvrir les droits à une invalidité définitive, il ne faut pas être en âge de prendre sa retraite. Sinon, quand on arrive à 62 ans, donc le basculement vers la retraite se fait d'office. Il faut être à jour de ses cotisations et être reconnu incapable d'exercer sa profession. Autres professions sont toutefois possibles, mais on ne peut pas exercer une profession médicale pour arriver à être en invalidité. Ensuite, il y a des conditions. Si vous venez de vous installer et que vous vous retrouvez en invalidité dans les 2 ans qui suivent l'installation, à ce moment-là, les pensions que j'ai citées tout à l'heure sont réduites dans les 2 ans. Elles n'existent pas et au-delà de 2 ans, elles sont réduites. Voilà. Le troisième régime qui fait partie donc invalidité décès, c'est le décès. Donc on a réussi donc sur les dernières années, il faut savoir qu'il y a environ une quinzaine d'années, la prestation qu'on donnait pour le décès, c'était je crois 3 000 €. On a réussi à monter pour que les gens puissent se retourner quand il arrive le décès d'un médecin qui n'est pas retraité, au versement d'une indemnité immédiate qui maintenant se monte à 60 000 €. Cette indemnité est versée à la veuve si le médecin est marié depuis au moins 2 ans et sinon est versée aux enfants s'ils ont moins de 21 ans ou 25 ans si l'enfant fait des études. En plus du décès, donc, il y a la mise en place d'une rente. Donc la rente décès donc, est de 7 000 à 14 000 € par an en fonction des tranches que l'on a vues tout à l'heure. Et il y a une rente également pour les orphelins. Alors les conditions, je viens de les décrire, donc c'est peut-être pas la peine. Donc les indemnités journalières, je les avais traitées tout à l'heure, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Pour le jeune installé, le cumul emploi-retraite, activité libérale, ça n'a pas un intérêt. Ceux qui auront des questions à poser, je le ferai peut-être tout à l'heure, puisque c'est l'heure. Un petit mot sur Capimed, pour dire que parce que ce n'est pas géré par une caisse d'assurance, que c'est géré par les frais que l'on met pour gérer ce contrat, sont nettement inférieurs à ce qu'il y a dans une société comme Suisse ou comme le nom des sociétés que j'ai donné tout à l'heure, ce qui nous permet, en classement de tous les contrats qui existent en France, à être le numéro 2 en France. Donc souvent, on ne regarde même pas Capimed parce que c'est une cotisation qui est facultative, mais en fait, ce contrat est un contrat qui marche bien et qui répond aux mêmes critères que les autres contrats fournis par des sociétés d'assurance pour avoir une complémentaire retraite. Donc ça vaut le coup de savoir qu'il existe et éventuellement de se pencher un petit peu dessus. Voilà, donc bon, après je ne le fais pas en détail parce que je crois que ça n'a pas d'intérêt, je peux répondre tout à l'heure aux questions. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est des choses compliquées pour s'installer, surtout la fin, on parle de la sortie. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour la CARMF, Didier? Merci beaucoup. Je suis élu de la CARMF, mais je n'ai pas tes compétences parce que j'y vais jamais. Donc merci beaucoup pour ce que tu fais à la CARMF. Juste une remarque pour nos plus jeunes. Faites sur la prévoyance, tu as raison, mais prenez vraiment des sociétés spécialisées dans la prévoyance des médecins. On a encore des collègues qui ont pris des contrats sur AXA ou des assureurs généralistes dont l'invalidité est une invalidité sécu. Donc si vous perdez le pouce, l'invalidité sécu, c'est 5%. Si vous avez un contrat spécialisé à l'UNIM ou ailleurs, perdez le pouce, c'est 100% d'invalidité professionnelle. Donc si vous avez souscrit un contrat de prévoyance complémentaire qui ne tient pas compte de votre profession, vous êtes très très mal couvert. La deuxième remarque que je ferai, parce que je suis à l'entraide au niveau du département, on a beaucoup de collègues, lorsqu'ils sont malades, ils n'informent pas la CARMF. Et parce qu'ils disent que non, ça va bien se passer, puis voilà, ils vont par exemple une fracture bimalléolaire ou une bêtise, ils disent que ça va rentrer en ordre. Mais si derrière il y a une arthrite septique, s'il y a des complications sur 5 ou 6 ans, comme la CARMF n'a jamais été informée au départ,
le compteur des 90 jours, il n'arrivera que derrière. Et parfois, on est en retard. Et quand on est en retard, heureusement qu'on a des élus à la CARMF, on va remonter le dossier. Donc, quel que soit l'accident que vous avez, il vaut mieux le déclarer à la CARMF. Et puis, si jamais ça s'arrête au bout d'un mois et demi, ça s'arrête au bout d'un mois et demi. Aujourd'hui, grâce au Covid et grâce à votre travail, on a une protection à partir depuis le 1er juillet. Mais donc, il faut vraiment déclarer les accidents. Si vous n'avez aucune certitude de comment ça va évoluer, moi, j'ai un collègue qui a fait une chirurgie pour une fracture du tibia, qui n'a rien dit, il y a un sepsis, il y a une prothèse, il y a une amputation. Si on est trop tard, eh ben, c'est compliqué de monter. Donc, c'était les 2 remarques sans que ça traîne trop. Alors, sur cette remarque, je rajoute un tout petit point, c'est très court. C'est qu'en plus, la CARMF, si on rechute sur la même pathologie, le délai de carence n'existe plus. Donc, c'est important à savoir parce que, alors évidemment, si c'est une autre pathologie, non, mais sur la même pathologie, on se retrouve guéri, par exemple, sur de l'oncologie. Quand on est guéri sur de l'oncologie, on sait quand même que parfois la guérison peut, hélas, pour avoir fait beaucoup d'oncologie dans la première partie de ma vie professionnelle, peut parfois être prise un peu en défaut. Et donc, dans ces cas-là, c'est important que justement, on ait bien tout déclaré. Voilà. Des questions? Bon, je tenais à vous féliciter sur ce parcours. Ah si, c'est parfait, la description de la carte. C'est vrai que c'est un peu ardu, mais quand on commence à s'y intéresser, c'est limpide. Capimed, ça peut être déductible en Madeleine. Oui. Oui, Capimed est une loi Madeleine, mais avec une sortie paire maintenant, depuis comme les autres. Moi, j'ai pas voulu le faire parce que c'était un peu long, mais enfin bon. Non, mais globalement, c'est qu'il faut maintenant, prévoir. on a droit aux mêmes autres sorties que tous les autres contrats Madeleine. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la sortie par rente obligatoire, tandis que maintenant, on a droit aux différents types de sorties, notamment la sortie en capital fractionné, qui quand même... Enfin, après, c'est vrai que c'est difficile d'intéresser des jeunes installés avec la sortie en capital fractionné, mais c'est une réalité. Quand on arrive à la retraite, on peut laisser une partie du capital continuer à courir et à gagner dessus, en prendre que une petite partie. On peut dire, cette année, donnez-moi, j'ai par exemple mis de côté 150 000 euros, donnez-moi 20 000 euros. Et puis là, finalement, je m'en sors pas, redonnez. Donc la sortie en capital fractionné donnera une imposition proportionnelle et permettra au reste du capital de marcher. Donc c'est quand même des contrats qui sont devenus intéressants. Alors que le système qui était au préalable était un système en rente obligatoire, pas toujours reversible comme on voulait. Enfin, je veux dire, c'était un cadre beaucoup plus contraint, tandis que maintenant, je pense que c'est des régimes. Il faut quand même regarder. Avant, j'aurais jamais fait de la pub pour Capinet tout en étant à la CARMF. Mais maintenant, quand je vois ce que donnent les contrats d'assurance, puisqu'il faut bien qu'ils se rémunèrent, eux, dessus. Tandis que là, la CARMF ne se rémunère pas dessus et c'est géré par le même groupe qui gère les actifs. Parce que je n'ai pas voulu vous rentrer là-dedans, mais bon, les actifs de la CARMF, ça représente quand même 7 milliards d'euros. Quoi. Donc, c'est quand même des sommes qui sont importantes. Ça fait longtemps qu'ils lorgnent dessus pour essayer... Dans la précédente réforme, ils avaient trouvé un système pour essayer de piquer les sous. Mais là, pour le moment, c'est calmé. Enfin, pour le moment, ça s'est calmé. Je ne sais pas ce qui va sortir. J'aurai peut-être l'occasion, avec le Saint-Goff, de faire un point d'ici 1 an ou 1 an et demi pour vous dire ce qui est en train de sortir du chapeau de la nouvelle réforme. Voilà. C'est bon ? Donc on a bien sûr un petit peu de retard, donc on reprendra à 16h45. On a un petit quart d'heure de battement.